Alors, on est maintenant rendu au pansement composé. Vous allez voir dans votre manuel, il y a un pansement qui est indiqué là, dans le tableau que vous avez, là, à la page 100, je pense que je me souviens bien. Fait qu'en fait, c'est un pansement qui est composé de plusieurs types de produits. Donc ici, l'exemple qu'on a, c'est un Aquacel foam qui est non adhésif. Fait qu'il va avoir, en fait, ils ont ajouté l'Aquacel à une mousse pour augmenter la capacité d'absorption. Pensez-vous que c'est un pansement qui est disponible partout? Non. Pensez-vous qu'on est obligé d'avoir un pansement qui a les deux faits ensemble par la compagnie? C'est très bien possible de prendre une mousse puis de mettre un Aquacel sur votre plaie puis de mettre la mousse par-dessus. Fait que des pansements composés, c'est des choses que les compagnies ont fait, des fois, je dirais peut-être un peu marketing, que là, on l'a tout prêt ensemble, qu'on n'a pas à prendre deux enveloppes pour le mettre sur la plaie. Bon, je dirais l'avantage peut être écologique. On a une enveloppe de moins achetée, ils sont ensemble déjà. Mais sinon, il n'y a pas d'avantage à avoir un pansement composé ou prendre nous-mêmes les différents produits. Fait que, ici, un pansement composé, c'est souvent ça, c'est qu'ils vont ajouter un absorbant de plus. Hein? Fait que, dans le fond, c'est pour répondre à notre objectif de traitement qui est qu'une plaie qui serait trop humide. Fait qu'une plaie qui a de la macération, par exemple, vous avez un pansement en mousse qui est en place, vous voyez que votre plaie présente la macération, bien là, vous allez ajouter l'objectif de traitement de prévenir la macération, on va ajouter un peu plus d'absorbant. Fait que c'est là qu'on pourrait ajouter un produit comme ça. Fait que les pansements composés, c'est vraiment habituellement dans le but d'augmenter la capacité d'absorption. Les caractéristiques vont vraiment dépendre des composantes du produit. Fait qu'ici, il y a une couche avec l'hydrofibre, la fibre gélifiante, qui est avec une mousse de silicone, une bordure de silicone. Fait que c'est pour des plaies avec un exudat modéré à abondant. On va vous montrer un exemple. Vous allez voir le pansement composé dont il est question dans votre livre. Il en existe d'autres sortes des pansements où on compose plusieurs produits. Là, c'est celui de cette compagnie-là. Fait qu'il y a des pansements, il y a d'autres sortes de pansements composés. On a entre autres des pansements qui sont conçus particulièrement pour les hanches et les genoux, là, qui sont vraiment des pansements plus opératoires, là, que c'est vraiment fait en long, qui ont la même forme que des pansements, là, comme des Tegaderm pads, par exemple, mais que c'est un hydrocolloïde, puis à l'intérieur, il y a un hydrofibre. Puis là, on a dit l'hydrocolloïde, c'est un pansement de contact. Fait que là, l'hydrocolloïde, là, il n'est pas en contact avec la plaie. Pourquoi vous pensez qu'ils ont mis l'extérieur comme pansement secondaire un hydrocolloïde? À quel objectif de traitement ça peut répondre, un hydrocolloïde? Protection. Oui, ça peut protéger. Hein, ça l'aide beaucoup, l'hydrocolloïde, la réépithélialisation. Fait que c'est des plaies, par exemple, des plaies post-op, il y a souvent de l'œdème, on va en reparler beaucoup tantôt. Quand on tire, par exemple, il y avait de l'Ipafix, qui est vraiment pas la bonne affaire, mais je sais qu'on met ça encore beaucoup. Mais là, on le tire, puis là, ça fait un érythème autour de la plaie, à l'endroit où j'avais mon adhésif. Bien, l'hydrocolloïde peut aider justement à traiter cet érythème-là puis à protéger la peau. Il va rester en place. Mais un hydrocolloïde, il faut vraiment que ce soit un pansement de contact, que ça reste en place. Si je l'enlève après 12 heures, bien, c'est pas bon, là. Fait que, tu sais, quand on met un pansement comme ça, il faut vraiment que le chirurgien soit d'accord, qu'on le laisse en place 3 jours puis qu'il n'ira pas tirer dessus à tous les jours, le pansement, pour voir sa plaie. Fait que, ça a des avantages, c'est une bonne idée, mais si un hydrocolloïde, ça colle beaucoup, fait que si je le retire à toutes les fois, ça ne sera pas bon. Fait que là, vous voyez ici, c'est un pansement là, qui a à l'intérieur l'hydrofibre, à l'extérieur, c'est une mousse qui a une bordure siliconée. Fait qu'il existe plein de combinaisons comme ça de pansements. Il y en a d'autres. Dans le livre, vous avez un seul exemple, mais il en existe d'autres, des pansements composés. Il y a des pansements à coussinets absorbants. C'est des pansements, c'est des multicouches, un peu comme le principe de l'intérieur d'une mousse. C'est vraiment, on utilise ce genre de pansement-là aussi quand il y a un écoulement là, qui va être modéré à abondant. Ça l'absorbe beaucoup. Puis l'espèce de pellicule qui est par-dessus va permettre d'éloigner en fait l'humidité de la plaie.
Ce que ça peut ressembler, vous avez peut-être pas tous les étudiants à distance, j'imagine que peut-être vous avez moins vu ça, les serviettes hygiéniques Always. Hein? Il y a une petite pellicule plastique, puis en dessous, on a des couches absorbantes. Bon, c'est pas les meilleurs choix parce que souvent, on dit que ça reste un peu à l'extérieur. Mais bon, c'est un peu le même principe. Hein? C'est que j'ai une pellicule un peu plastifiée, puis à l'intérieur, j'ai plus d'absorbant. C'est pas nécessairement des sachets plastifiés, par contre, quand c'est pour les pansements. C'est pas pareil comme la serviette Always, là, mais ça ressemble un peu à ça. Quand on le regarde, ça peut avoir l'air un petit peu d'un sachet de thé, là. Il y a une petite poche qui est un peu la texture du sachet de thé, puis à l'intérieur, j'ai l'absorbant. Fait que c'est des particules qui sont super absorbantes, qui retiennent les liquides, qui fonctionnent aussi sous la pression. Fait que la couche, la pellicule extérieure va vraiment retenir le liquide à l'intérieur, puis va vraiment éloigner l'eau. Fait que c'est une particularité qui est hydrophile. Fait que c'est vraiment des pansements qui absorbent beaucoup. C'est des pansements un peu plus rigides, je vous dirais, vous allez voir dans la vidéo. Ça peut fonctionner pour des plaies qui sont infectées, c'est pas grave, c'est sûr qu'il n'y a pas nécessairement un ajout antimicrobien par contre. Bon, bien entendu, on ne met pas ça sur une plaie sèche. Il ne faut pas couper le pansement parce que sinon, si je coupe la petite pellicule, puis là, ça n'aura plus le même effet. Il faut le laisser en place maximum 7 jours. Dans les sortes, il y a le sorbion, le Mésorbe, le Mextra super absorbant. C'est tous des pansements un peu qui ont les mêmes caractéristiques. On va regarder un peu de quoi ça a l'air. Celui qu'on vous montre particulièrement, je pense que c'est le sorbion. Ce n'est pas nécessairement les plus utilisés. Vous regardez là, vraiment comment c'est rigide le pansement. Fait que ce pansement-là, savez-vous pourquoi il y a cette forme-là? Il y a une forme bizarre, là. Pour le siège? Ben non, c'est pour les jambes. C'est pour arriver au niveau du talon d'Achille, là. Puis là, je le place. Puis il va vraiment arriver au niveau de la cheville. Fait que ça l'absorbe beaucoup. Là, vous voyez, il y a quand même un certain temps avant que ça pénètre la petite pellicule, mais après ça, une fois qu'il est entré dans le pansement, hein, ça perle un peu sur le dessus, c'est la caractéristique hydrophile du sachet. Puis une fois que c'est rentré à l'intérieur, bien là, ça l'absorbe, ça ne ressort plus. On utilise souvent ça en soins critiques. C'est pas un pansement hyper confortable. Fait qu'imaginez en dessous d'un bandage de compression, c'est pas là qui est nécessairement le plus utilisé parce que c'est un peu rigide. Alors, il y a des patients en état de choc qui vont avoir un œdème généralisé. Puis là, tous les sites de ponction ou de soluté vont se mettre à suinter. C'est des pansements qui vont beaucoup servir à ça parce que mettre des mousses à tous les endroits où on a fait des ponctions, là, on n'en viendrait pas à bout. Puis, ça garde, souvent, c'est adhésif, fait que là, ça garde l'humidité quand même sur la plaie parce qu'il se sature très, très rapidement. On serait toujours en train de les changer. Fait que c'est le genre de pansement qu'on peut utiliser pour ça. Des fois, il y a des patients, on dirait qu'ils soignent de partout. Fait qu'on peut leur mettre ça autour des bras, autour des jambes, puis là, ça va absorber les écoulements dans ces situations-là. C'est là où je l'ai particulièrement vu. Je me trompe-tu, Sylvie, quand je dis que pour les ulcères veineux, c'est pas nécessairement le plus Ben, écoute, dans des situations extrêmes où est-ce que la personne a vraiment des jambes super enflées, qu'on n'est pas capable de rien coller, parce que, tu sais, des fois, on n'a même pas d'ulcère, mais, tu sais, les liquides s'écoulent par les pores de la peau. Des fois, on va utiliser ça, là. Mais, tu sais, c'est difficile de se déplacer avec ça, là. Puis, tu sais, c'est comment qu'on fixe ça dans ce cas. Dans certaines situations, il faut faire ça, justement, dans les plus chroniques, un peu d'incidence chronique. Fait que, on reste dans le principe de quand on n'est pas capable de coller quelque chose sur un trou, que ça suinte un peu de partout. Là, ça fonctionne très bien dans ce type de situation-là. Il y a un pansement qui n'est pas très fréquent, le pansement hydroconductif. En fait, c'est quand même assez récent, si je peux dire. Il y a quand même quelques études là-dessus. C'est un pansement qui a 3 mécanismes d'action qui permet une meilleure gestion de la plaie, qui va favoriser le processus de guérison. Ça va contrôler l'exudat, les bactéries, les débris et les métalloprotéases. Hein, vous vous rappelez les protéases avec le principe là, infectieux qu'on peut se retrouver avec un excès de protéases, c'est que lui, il va aider à gérer ça.
En fait, le premier mécanisme d'action, c'est un effet de capillarité. Donc, va vraiment aller absorber énormément puis faire un effet attractif du liquide à l'intérieur de la plaie. Fait que c'est vraiment, ça va jouer au niveau du liquide interstitiel, avoir un effet attractif à ce niveau-là. Fait que c'est un pansement, il n'y a pas beaucoup de pansements qui ont cet effet-là de décrit, cet effet de capillarité-là. C'est aussi un pansement qui est hydroconductif, hein, c'est la classe d'ailleurs. Hydroconductif, c'est que ça va vraiment... j'ai mon pansement... Je ne vais pas le mettre noir sur noir, ça ne marche pas. Hein? J'ai l'extérieur de mon pansement à l'intérieur. Le liquide va être conduit toujours dans les couches supérieures du pansement et c'est à cet endroit-là qu'il va être conservé dans le pansement. Il va toujours être apporté vers le haut pour éloigner vraiment l'exudat de la plaie. C'est aussi un pansement qui est chargé électriquement. C'est un pansement qui est qui est chargé négativement. Quand il va se retrouver au contact de l'exudat, la réaction chimique va faire qu'il va devenir positif et que ça va faire que les bactéries vont aller à l'intérieur du pansement. Hein, parce que ça va être négatif aussi dans la plaie, négatif dans le pansement. 2 négatifs ensemble, ça devient positif. Fait que les bactéries vont s'en aller dans le pansement pour aller équilibrer. Fait que s'il n'y a pas beaucoup de pansements qui a ça aussi, là. Fait que c'est vraiment quelque chose de particulier, là, ce pansement-là. Fait que les 3 mécanismes d'action, c'est la capillarité, le fait qu'il soit hydroconductif, puis la charge électrique qui est à l'intérieur. Qu'il soit électrostatique, en fait. Là, on ne parle pas d'électricité, plus de statique. Là. Hein? C'est pas, il n'y aura pas de choc avec ce pansement-là, là, mais il y a une charge négative. Le fait qu'il y ait cette charge-là négative, les métalloprotéases aussi sont négatives. Fait que quand le pansement devient positif, ils vont aller dans le pansement plus rapidement. Ils vont avoir tendance à aller se loger au niveau du pansement plutôt que rester dans la plaie. Fait que c'est comme ça qu'il y a l'effet pour diminuer les métalloprotéases puis jouer en fait sur le rôle d'inflammation. Aussi, une chose qui a été décrite dans certaines études, c'est que le pansement, le fait qu'il y ait la capillarité, qui va vraiment avoir une attraction de l'eau du liquide interstitiel, hein, qui est vraiment dans la peau, ça va aider à faire décoller le tissu nécrotique. Ils disent qu'il y a un avantage quand on est en contexte de débridement. Il est un peu différent des autres, qui est fait à partir de viscose de polyester et de coton. Et tous ces 2 combinaisons-là ont un effet, l'effet de capillarité, l'effet hydroconductif, puis électrostatique dans la plaie. C'est un pansement qui absorbe beaucoup, fait que c'est sûr qu'on met ça sur des plaies qui ont un exudat abondant. Fait que si vous avez une plaie sèche, ça ne fonctionnera pas. Il ne faut pas utiliser ça sur une plaie sèche, c'est vraiment quand on veut contrôler l'humidité. Et il faut que ça soit comme pansement primaire, on doit le mettre directement sur la plaie. Parce que sinon, l'effet de capillarité, puis s'il n'est pas en contact avec l'exudat, il ne deviendra pas positif, le pansement. Au départ, il est chargé négativement. La plaie négative, il va devenir positif avec le contact de l'exudat. Fait qu'il faut vraiment, pour qu'il y ait un effet, qu'il y ait un contact avec l'exudat, il ne peut pas être mis en pansement secondaire. Fait que c'est le pansement qui existe, c'est le Draw-Tex. C'est le seul qui est là. En fait, ce pansement, l'effet hydroconductif, là, il est très, très, très important. Je n'ai pas la donnée. J'ai essayé de trouver combien de millilitres par heure peut absorber un pansement. Mais je ne l'ai pas trouvé, mais pour ce pansement-là, ils l'ont calculé. Puis en fait, il est hydroconductif, il peut conduire 150 millilitres par heure. C'est quand même beaucoup, là. Fait qu'il peut drainer une plaie. Fait qu'imaginez si vous mettez ça sur une plaie sèche. Hein? Vous pouvez assécher parce qu'il y a vraiment l'effet de capillarité, puis aller aspirer, si je peux dire, le liquide extracellulaire. Fait qu'il faut vraiment mettre ça sur une plaie qui est très exsudative. Ça existe aussi en mèche, en pansement pour les pourtours des drains. Fait qu'imaginez, vous avez une mèche, ça coule énormément dans le fond, puis là, vous avez cet effet-là hydroconductif, vous allez drainer ce qu'il peut y avoir dans votre sillon. Là. C'est un pansement qui est quand même intéressant, mais jusqu'à date, que je n'ai pas rencontré, moi, pour ma part, dans ma pratique, là, il y a une compagnie qui fait ce type de pansement-là. Quand un pansement est très, très, très efficace, là, quand le brevet va être fini, les autres compagnies vont s'y mettre aussi. Fait que si vous voyez ça apparaître un jour dans votre pratique, ce type de pansement-là, c'est que ça avait une très bonne efficacité. Là, c'est sûr que les études sont limitées, vu que c'est quand même nouveau et qu'il y a un seul pansement. J'ai
aussi, ensuite, on va voir le pansement hypertonique. En fait, c'est la quantité, il s'appelle May-Salt, fait que vous comprenez que c'est du sodium qui est à l'intérieur du pansement. Qu'est-ce que vous pensez que ça fait quand j'ai un pansement très riche en sodium? Qu'est-ce qui arrive? Je mets ça sur ma plaie. J'ai un pansement très riche en sodium. Ça aussi, ça va avoir l'effet attractif de l'eau. Dans le corps, là, c'est tout le temps l'homéostasie. On veut toujours équilibrer. Le corps est fait pour équilibrer les milieux. Fait que si je mets quelque chose de très salé, je vais avoir beaucoup de liquide qui va sortir pour vraiment aller équilibrer puis aller diluer le sel. Fait que ça va vraiment aider. Le fait d'avoir cet appel d'eau-là, si je peux dire, avec le pansement, ça va vraiment aider à liquéfier la nécrose humide. C'est ça l'objectif de ce pansement-là. C'est d'aider à notre débridement, d'aider à liquéfier la nécrose humide parce que je vais avoir un appel d'eau qui va être fait. C'est vraiment par l'homéostasie là, dans le corps humain. J'ai plus la peau, donc je mets quelque chose de salé. Ça va. Si je mets quelque chose de salé sur une peau saine, là, j'aurai pas de l'eau qui va se mettre à couler. Mais là, j'ai plus de peau, fait que là, j'ai une plaie. Quand je le mets sur la plaie, je vais avoir vraiment beaucoup de liquide. Qu'est-ce que vous pensez qui va arriver quand je vais mettre ce type de pansement-là à vos écoulements? Et habituellement, ils vont augmenter. Fait que si vous avez une plaie qui a déjà beaucoup d'exudat, mais beaucoup de nécrose humide, puis que vous décidez d'aller utiliser le May-Salt, bien, ça se peut que vos exudats augmentent encore. Fait qu'il faut prévoir d'augmenter aussi l'absorption. Ça peut arriver que l'exudat augmente. Le fait du NaCl aussi va aider à la gestion de la charge bactérienne. Ce n'est pas un pansement qui est dans la catégorie là, des antimicrobiens, mais il va aider. Fait qu'en fait, il y a du chlorure de sodium à 15 Fait que c'est vraiment du NaCl qui est là, c'est imprégné de cristaux. Fait que c'est vraiment pour des plaies où que j'ai du tissu nécrotique humide puis pas beaucoup de tissu de granulation. Si on met c'est du NaCl, là. Si je mets du sel sur une plaie, qu'est-ce que vous pensez que ça fait comme sensation? Ça brûle. Les patients peuvent avoir un peu de brûlement avec ce type de pansement-là. Fait qu'il ne faut pas utiliser sur une plaie qui a moins de 25 de tissu nécrotique. Parce que dans le fond, le tissu nécrotique va faire que le NaCl ne sera pas en contact avec le tissu de granulation. C'est pas ce que je veux. Puis c'est quelque chose qu'on va changer à tous les jours. Après 24 heures, là, les cristaux de NaCl sont dilués là, dans les exudats. Fait que je ne mets pas ça sur une plaie qui est complètement sèche non plus parce que les cristaux de NaCl ne seront pas dilués là, dans la plaie. Il faut qu'il y ait un peu d'exudat, mais ça se peut que l'exudat augmente. Fait qu'on va regarder un petit vidéo là, du May-Salt. Ça semble une compresse assez ordinaire, mais quand on lui touche, on le sent qu'il y a quand même des cristaux à l'intérieur. Puis, ben, c'est pas des gros morceaux, là, mais il y a quand même une texture là, particulière de ce pansement-là. Ça existe aussi en mèche. Fait que si, par exemple, j'ai beaucoup de nécrose humide à l'intérieur d'un sillon, c'est quelque chose que je pourrais utiliser. Ça va augmenter l'exudat, aller aider à faire décoller le tissu nécrotique humide. Une autre classe de pansement, j'ai les pansements non adhérents imprégnés. Les pansements non adhérents imprégnés, il y a vraiment plusieurs produits qui sont comme ça. Ils peuvent être imprégnés avec plein de choses. En fait, c'est ce qu'on appelle aussi des interfaces. C'est vraiment quand j'ai un objectif par exemple, de protéger ma plaie, une plaie qui va saigner facilement, par exemple. Je peux utiliser ce type de produit-là. Une plaie qui est sec, que je ne veux pas que ça colle avec le pansement que je vais mettre en place. Ça va empêcher que les compresses, par exemple, vont adhérer ou le pansement que je vais utiliser vont adhérer au tissu de granulation. Fait que c'est vraiment de protéger le lit de la plaie quand je vais retirer le pansement. C'est vraiment le but. Fait que vous avez différents exemples. Ils ont différentes façons d'être faits. Le gélonné, je pense que c'est un pansement que pas mal tout le monde a déjà manipulé, là. En fait, ils tressent la compresse, puis après, ils vont mettre un corps gras sur le tissage qui a été fait. Fait que c'est pour ça qu'on a autant, quand vous avez déjà manipulé avec vos gants, là, une fois que vous avez manipulé le gélonné avec vos gants, là, oubliez ça, il faut changer de gants parce que sinon, on graisse tout. Fait que
c'est la caractéristique. L'Adaptic Touch, lui, est fait différemment. L'Adaptic, ils prennent la fibre, ils vont mettre le corps gras sur la fibre, puis après, ils vont tresser la compresse. Ça revient au même, mais c'est la façon que c'est fait. Fait que des fois, on a l'impression que ça nous met moins de gras un peu sur les doigts. Fait qu'il y a vraiment plein de produits qui est fait dans ce type-là. On peut, dans le fond, ça va vraiment diminuer la douleur. Fait que tous vos patients qui ont beaucoup de douleur au moment de la réfection du pansement, puis qu'on ajoute l'objectif de diminuer la douleur, bien, c'est un produit qu'on peut utiliser qui va être efficace pour répondre à cet objectif de traitement-là. Fait que c'est une base en tricot, une compresse vraiment tissée, qui peut avoir du silicone, de la gelée de pétrole, de la paraffine, des lipidocolloïdes, ou ça peut être aussi un agent antiseptique. Avez-vous un exemple de fibre tissée où il y a un antiseptique? L'inadine. L'inadine, il y a de la proviodine, c'est une interface. Fait que si vous avez une plaie infectée, que le patient a beaucoup de douleur, bien là, je peux avoir une interface qui a la combinaison des deux. Il y a les interfaces, en fait, vous voyez que c'est écrit jusqu'à laisser en place de maximum de 1 à 7 jours selon les composantes, les considérations cliniques. Tu sais, par exemple, l'inadine, une fois qu'il est rendu blanc, il n'y en a plus. Puis souvent, quand surtout en contexte infectieux, quand j'enlève mon pansement, je ne laisserai pas des morceaux de pansement dans la plaie. Je vais le retirer à toutes les fois. Si, par exemple, je suis en contexte de plaie oncologique, qui saignote facilement, que le patient a beaucoup de douleur, ce que je peux faire, c'est, si je ne suis pas en contexte infectieux, on s'entend, là, je suis dans une plaie de maintenance. Je n'ai pas un objectif de guérison. Je veux vraiment maintenir la plaie puis que le patient soit confortable pour le temps qui lui reste. Mais je peux laisser l'interface en place. Par exemple, ça soigne beaucoup. On va en reparler des plaies oncologiques, ça soigne énormément. Fait que je peux laisser l'interface en place. J'enlève, par exemple, la mousse ou les hydrofibres que j'ai mis, aller rincer ma plaie, mais en laissant l'interface en place et remettre un pansement secondaire par-dessus. Je peux faire ça en le laissant en place 7 jours, si ma plaie n'est pas contaminée, là. C'est quelque chose de possible. Puis le patient, bien, il n'a pas moins de douleur parce que l'interface est là. Fait qu'il y a des ouvertures. Fait que ça me permet quand même d'aller irriguer ma plaie. Si j'ajoute, par exemple, des interfaces, on utilise ça aussi pour les brûlures. Les brûlures, ils ont beaucoup de douleur. Ça permet d'appliquer, par exemple, un onguent antiseptique directement sur mon interface, et c'est lui que je vais aller appliquer sur la plaie, plutôt qu'appliquer un onguent, par exemple, directement dans la plaie, ce qui cause beaucoup plus de douleur. C'est vraiment pour protéger des plaies avec du tissu très fragile, justement du tissu des plaies oncologiques. Soit on fait juste lui toucher, ça saignote un peu. Fait que ça va être moins pire là, que retirer un autre type de pansement. C'est utilisé beaucoup pour les brûlures, pour les greffes, et ça existe avec plein. On a parlé beaucoup là, parlé de l'inadine, mais en fait, il y a d'autres choses. Il y a le Bactigras qui contient de la chlorhexidine qu'on va utiliser dans les brûlures. On va reparler là, des brûlures en particulier. Mais il y en existe vraiment plein de sortes. Donc, on va regarder un exemple d'un pansement non adhérent imprégné. C'est certain, il va falloir que j'utilise un pansement secondaire. Je ne mets pas juste une interface, là, c'est vraiment pour protéger. Fait que là, vous voyez un exemple d'une interface en silicone. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a quand même des grosses ouvertures. Dites-vous que quand on est en phase de granulation, puis que je mets un pansement comme ça, qui a des très grosses ouvertures, des fois, ce qui va arriver, les bourgeons de granulation vont entrer dans les ouvertures. Vous allez enlever votre pansement, puis là, vous allez voir tous les ronds qui sont là. Fait que c'est quelque chose qui peut se produire. Fait que des fois, si on voit que ça fait ça, ce qui peut arriver, c'est qu'on arrache la granulation en utilisant ce pansement-là. Fait que des fois, on va choisir d'autres produits qui ont les ouvertures plus petites. On l'a dit, là, on n'a pas de préférence pour les compagnies, mais l'Adaptic Touch a des ouvertures plus petites. Fait que si je suis, par exemple, ce que je veux, c'est le laisser en place pour une plaie oncologique puis irriguer au travers de l'interface, bien, l'autre que j'ai vu avec les plus grosses ouvertures, c'est parfait. Tandis que si je suis en granulation, bien là, je peux utiliser quelque chose comme l'Adaptic. Vous voyez la différence. Les ouvertures sont beaucoup plus petites. Ça colle. Le produit siliconé, ça nous tient après les doigts.
Là, on va voir ici le Bactigras. Le Bactigras qui est fait, en fait, de la même façon qu'un gel au nez, mais qui a un ajout de chlorhexidine. Fait que c'est quelque chose de graisseux là, sur les doigts, la même chose. Là. On le voit quand on enlève la première couche, le corps gras qui est là. Fait qu'il ne faut pas confondre, c'est important de ne pas confondre le Bactigras, il contient vraiment de la chlorhexidine. Quand on a parlé de la chlorhexidine, qu'est-ce qu'on a dit à ce sujet-là? Est-ce que c'est bon pour les plaies? Est-ce qu'on nettoie nos plaies avec de la chlorhexidine d'emblée? Non, c'est cytotoxique de la chlorhexidine. Fait que c'est vraiment des contextes particuliers qu'on va utiliser le Bactigras. Vous allez voir ça beaucoup, des plaies orthopédiques, parce qu'on veut éviter une ostéomyélite, par exemple, une plaie qui a des fixateurs externes. On va avec des compresses, on va mettre ça autour des broches du fixateur externe, des pansements avec le Bactigras, ou pour les brûlures. On va reparler des brûlures. Il y a vraiment une indication d'utiliser des antimicrobiens, là, c'est particulier. Fait qu'on va en reparler. On pourrait mettre ça aussi sur une plaie suturée, par exemple. Ça n'a pas de capacité d'absorption, là, mais c'est vraiment un rôle de protection. Il y a des pansements non adhérents qui sont non imprégnés. Le but, c'est vraiment de minimiser les risques de traumatisme. Ça veut dire qu'il n'y a pas de corps gras d'ajouter, il n'y a rien à ajouter, c'est juste qu'il n'est pas adhérent. C'est celui qu'on voit le plus, c'est le fameux Telfa, qui est beaucoup utilisé par les chirurgiens en post-op. Ça évite que les compresses, que les sutures ou les agrafes restent pris dans un pansement, là, dans les pores du pansement. C'est celui qu'on voit le plus. Il y a d'autres compagnies qui en font des similaires, mais c'est un pansement qui est quand même utilisé. Pourquoi on l'utilise en post-op? Parce que lui, il a une capacité d'absorption. Ça n'adhérera pas à la plaie. Puis une plaie post-op, ça a un léger suintement au départ, mais habituellement, une plaie post-op, ça ne saignera pas longtemps quand ça va bien. Donc, mon but, ce n'est pas d'avoir une grosse capacité d'absorption, là. Mais d'en avoir quand même un petit peu. Je ne peux pas juste utiliser une interface pour le protéger. Fait qu'on va c'est des plaies ça va être superficielles. C'est beaucoup pour les plaies chirurgicales fermées. Puis, c'est vraiment, si vous avez déjà touché, c'est vraiment un peu plastifié quand on touche la compresse. Fait que s'il y a une plaie qui a beaucoup d'écoulement, comme par exemple une plaie que tout de suite en post-op, il y a beaucoup d'écoulement, ça l'a saigné beaucoup, il reste du liquide. Le chirurgien sait qu'une plaie va couler beaucoup. Là, ils ont rincé énormément. Et c'est déjà une hématie. Ça va couler beaucoup, ce n'est pas un bon choix. Parce que l'effet de plastique sur la compresse va vraiment favoriser un milieu très humide, trop humide, ça peut faire macérer. Fait qu'il ne faut pas non plus utiliser ça comme ça. On va regarder un petit vidéo. Donc, ça a le même objectif de protéger une plaie, mais c'est vraiment des plaies qui sont habituellement fermées et non exsudatives. Là. Ça va être très léger. On voit le petit côté plastifié du pansement. La capacité d'absorption est quand même limitée, là, des compresses à l'intérieur. C'est ça. C'est vraiment pour très peu d'exsudat. Donc, c'est deux formats différents, là, mais qui est exactement là, la même chose. Vous voyez, celui-là, il y a comme une pellicule qu'on peut avoir juste l'extérieur, dans le fond du Telfa. Là, la petite pellicule, là, elle se fait comme ça. C'est pas imprégné, mais c'est juste la petite pellicule plastique qui peut être utilisée, dans le fond, comme une interface. Là. C'est moins fréquent. Ouais. Puis ça se manipule. Vous voyez comment c'est, là? Imaginez en train de mettre ça dans une plaie là, avec vos gants. Là, c'est hyper statique. C'est pas très pratique, je dirais, comme formule. Une autre interface, comme une interface imprégnée, se manipule mieux. Mais ils l'ont fait sans capacité d'absorption pour qu'il y aurait le même rôle qu'une interface qu'on a vue. Ensuite, il y a la pâte hydrophile. C'est la fameuse triade qu'on utilise. C'est sous forme de pâte. Puis c'est un peu, quand on le touche, c'est un peu granuleux. C'est un pansement. Au départ, quand ils ont sorti la pâte triade, que, genre, c'est super efficace, c'est bien efficace pour les plaies d'humidité, dans le centre où je travaille, ça s'était retrouvé sur tous les chariots des préposés, puis ils mettaient ça à toutes les personnes âgées qui avaient la peau un peu rouge.
Oui, ça la sèche. Hein? Les personnes âgées ont souvent problème de peau sec. C'est pas une bonne affaire. Hein? Ça augmente le risque de plaie. Fait que c'est vraiment un pansement. C'est pas fait pour être mis sur de la peau saine. Hein? C'est un produit qui n'est pas remboursé par la RAMQ. Ce produit-là. Fait que ça contient de l'ongue-enzyme, de l'agent de pétrole, du diméthicone, du CMC. Fait que c'est vraiment pour des plaies superficielles sur des sites anatomiques difficiles à traiter. Avez-vous déjà essayé de faire tenir un pansement dans un pli interfessier? Sur un coude ou un talon à un patient avec une déficience intellectuelle. Il va l'arracher, son pansement. Ça le fatigue, ça nuit un peu au mouvement. Fait que c'est les genres de situations où on va utiliser ça. Hein, dans un pli interfessier, des fissures en dessous des seins, en dessous des tabliers graisseux, ça peut vraiment aider. On va l'appliquer, puis on va le laisser en place. C'est qu'on fait une couche... c'est vraiment que ça soit quand même assez superficiel. Hein? Je n'irai pas combler tout un espace mort si j'ai un grand sillon là, avec de la triade. Là, nous, on est habitués à quand on enlève un pansement, on veut voir notre plaie. Est-ce que j'enlève la triade à toutes les fois? Non. Hein? Il n'y en a plus. À tous les jours, ou quand c'est nécessaire, je vais rajouter de la triade pour couvrir ma plaie, mais je ne l'enlèverai pas. Avez-vous déjà essayé d'enlever de la triade avec de l'eau ou du salin? C'est pas évident, hein? On frotterait énormément. Savez-vous comment on enlève quand on veut, par exemple, évaluer la plaie une fois semaine? Puis là, je veux l'enlever pour bien voir ma plaie, comment elle est rendue. Avez-vous une idée comment l'enlever? Avec de l'huile minérale. Oui, tout à fait. Hein? C'est quelque chose de liposoluble, le produit. Donc, je dois l'enlever avec de l'huile. Bon. Si la personne elle a de l'huile de bébé parfumée, c'est pas le meilleur choix. Je ne sais pas si ça se vend encore parce que c'est tellement pas... Je pense que j'espère que non. On va dire ça de même. Je ne le sais pas, mais tu sais, c'est pas quelque chose qu'on veut utiliser. Là. Ça peut causer des démangeaisons, mais pas quelque chose de parfumé dans une plaie, mais avec quelque chose de huileux. Dans les hôpitaux, vous allez me dire, bien, on n'a pas grand-chose de huileux dans les hôpitaux. Oui, on a de l'huile minérale pour la constipation. Ça marche très bien. C'est liposoluble, ça va se diluer dans l'huile minérale. Pour aller à la cuisine, vous cherchez une petite tasse d'huile végétale, ça marche avec de l'huile minérale. On retire complètement la pâte. Ici, c'est écrit, on va le rincer après, c'est sûr, avec une solution saline, là, mais si on a besoin de frotter pour le faire décoller, c'est là qu'on va utiliser de l'huile. On n'utilise pas ça sur une peau saine, c'est sûr. Tantôt, j'ai dit on ne remplira pas un espace à une cavité là, avec de la triade, mais je peux en mettre, par exemple, sur une mèche ou une compresse et l'insérer à l'intérieur là, pour aider à la guérison. C'est quelque chose qui peut se faire. On va voir la vidéo de la pâte hydrophile. On va voir l'aspect granuleux, là. Mon tube n'était pas plein, on dirait. Bon. OK. Fait que, tu sais, c'est épais. Si je lui touche, c'est granuleux. C'est ces particules-là granuleuses qui ont une capacité d'absorption. Hein, fait que, en le touchant, on le sent, puis ça va quand même adhérer beaucoup. Ça l'adhère sur de la peau saine, mais ça l'adhère encore plus sur une lésion. Alors, on est maintenant rendu à la pellicule transparente. C'est quelque chose qu'on utilise beaucoup. Hein? Tegaderm IV3000, ça vous dit quelque chose? C'est quoi la différence entre un Tegaderm IV, un Tegaderm film, un IV3000? C'est 3000. La différence. 3000? Il y a vraiment deux catégories dans la pellicule transparente. Il y a ceux conçus pour les cathéters intraveineux, puis il y a ceux conçus pour les plaies. C'est pas la même chose. Il y a une différence majeure, c'est la capacité d'évaporation des vapeurs d'eau. Ceux qui sont conçus pour les cathéters intraveineux. Pensez-vous qu'on veut garder beaucoup d'eau en dessous de près d'un cathéter central? Non. Fait que toutes les Tegaderm IV, qui ont la particularité IV, laissent beaucoup plus, il y a un taux d'évaporation des vapeurs d'eau beaucoup plus important que ceux conçus pour les plaies où on veut garder un milieu humide. Ça va vraiment permettre que le milieu reste sec, les pellicules conçues pour IV. Fait que c'est vraiment pas la même chose. On ne devrait pas utiliser un IV3000 sur une plaie.
le but des pellicules transparentes conçues pour les soins de plaie, c'est vraiment pour permettre d'optimiser le milieu humide, de faire une protection. C'est un pansement qui est semi-occlusif, donc qui va permettre une évaporation des vapeurs d'eau. Alors, c'est une membrane de polyuréthane qui est entièrement adhésive, qui est perméable au gaz, aux vapeurs d'eau, mais qui est imperméable au liquide. Donc, le liquide qui est dans mon pansement va rester à l'intérieur, mais si, par exemple, le patient prend une douche, ça ne laisse pas entrer le liquide. Si ça ne laisse pas sortir les liquides, qu'est-ce que vous pensez avec une plaie qui est très exsudative? Ça va macérer. Ça va macérer, hein? Je garde ça tout bien fermé. Imagine une plaie très exsudative infectée. Quel beau bouillon je crée là. Fait que c'est pas ce genre de plaie-là qu'on va l'utiliser. Hein? Fait qu'il faut que ça soit une plaie qui est peu exsudative, une plaie sèche qui a un potentiel de cicatrisation parce que je vais créer un milieu humide. Par exemple, souvent, ça va être combiné avec d'autres types de pansements. Hein? En post-op, souvent, on voit ça. Là. J'ai la pellicule, puis j'ai un telfa qui est à l'intérieur, il est prêt comme ça, puis je vais aller le mettre. Je peux le mettre aussi, ça a été quand même beaucoup utilisé, ça l'est encore des fois, pour protéger une zone de friction. Hein? Mais il faut faire attention à quelle zone de friction je le place. Ça peut être utile pour protéger une zone de friction, par exemple, causée par un appareillage ou une pression qui se produit. Mais qu'est-ce que vous pensez si, par exemple, un patient a tendance à glisser beaucoup dans son lit, puis là, je mets une pellicule transparente au siège sur une rougeur? Qu'est-ce que vous pensez qui arrive avec la pellicule transparente? Elle va rouler. Ça ne tient pas. Puis là, j'ai un adhésif, puis là, je vais aller retirer. À chaque fois que je retire un adhésif, je brise des cellules cutanées. Puis, il y a vraiment une façon de faire là, pour aller retirer les pellicules transparentes. J'imagine que vous avez toutes déjà appris comment. Hein, comment on le fait? Savez-vous? On les tire sur les côtés. Oui, on la tire comme ça pour la faire décoller. Est-ce que tout le monde fait ça dans la pratique? Oui? Bien, hey, je suis contente de voir que les bonnes pratiques sont appliquées. On voyait énormément de retraits comme ça. Vous rappelez-vous, dans la portion physiopatho, là, on avait dit qu'on a l'épiderme, qui a une membrane basale qui va se coller sur le derme, hein, qui a des crêtes, puis qui vont se tenir ensemble comme ça par ce système de crêtes-là. Quand je tire, je vais aller briser justement ces crêtes-là. Je vais faire des bris à cet endroit-là. Et c'est là que là, j'ai un bris. Je vais avoir du liquide qui va se retrouver là et il se forme une flictène. C'est comme ça que ça se forme, entre autres. Il y a d'autres raisons, mais c'est comme ça que ça se forme des flictènes. Ça vous dit quelque chose, des flictènes post-op? Hein, autour des pansements? Les plaies très... des patients qui ont, par exemple, une prothèse de hanche, qui c'est très œdémacié ou même abdominal. Puis là, on retire le pansement, puis il se forme toutes des flictènes partout où on avait l'adhésif. Bien, c'est ça qui est arrivé. Fait que c'est vraiment important la façon de l'appliquer. Fait qu'il y a deux choses. Il y a au retrait, hein, vraiment l'étirer comme ça. Et quand on l'applique, il ne faut pas l'étirer. C'est possible d'étirer ça, hein, les pellicules transparentes. Fait que si on l'étire puis on l'applique, bien, ça va faire une traction en revenant, prendre sa forme sur les crêtes, puis ça peut créer des flictènes. Ça va favoriser la création de flictènes. Fait que les flictènes, c'est un des éléments majeurs dans la prévention des infections post-opératoires. Fait qu'il ne faut pas créer de flictènes. Fait que c'est un bon pansement pour les post-op, beaucoup mieux que l'Ipafix s'il est bien utilisé. Fait qu'il ne faut pas que je l'étire, puis il faut que je le retire de la bonne façon. Fait que les pansements post-op avec une pellicule transparente, c'est des très bons choix. Ça va vraiment protéger la peau si je le fais comme il faut. Je garde le milieu humide optimal là, pour la guérison de ma plaie. Le fait que ça soit semi-occlusif, il y a plusieurs avantages. En fait, c'est perméable au gaz, qu'on a dit. Ça fait que ça laisse entrer de l'oxygène à l'intérieur du pansement. Fait que ça permet d'avoir de l'oxygène disponible pour ma plaie. C'est des plaies qui vont être moins douloureuses en gardant un milieu humide. Vous êtes peut-être déjà... Tout le monde s'est déjà fait des petites lacérations. Là. Essayez-le. Des fois, c'est sensible, ça fait mal, on s'est coupé. Mettez un petit bout d'opsète... excusez-moi, de l'opsète FlexiGrip, là, que c'est en rouleau, là, c'est pas stérile, là, c'est propre, là, mais vous mettez ça sur votre plaie, ça l'arrête de faire mal parce que vous avez créé un milieu humide optimal. Fait que ça va beaucoup diminuer la douleur pour des petites plaies bénignes. Ça va favoriser la répitalisation plus rapide parce que j'ai un milieu humide optimal. Fait que il y a beaucoup d'avantages à ça.
le fait que j'ai un milieu humide optimal, oui, ça favorise la répitalisation, mais ça favorise aussi l'action des macrophages puis la libération des facteurs de croissance. Ça fait que votre plaie va guérir plus rapidement. C'est un des pansements qui a eu le plus d'études que j'ai pu retrouver au niveau post-opératoire pour la prévention des complications post-opératoires. Il a été testé comparé à plein d'autres types de pansements, dont l'hydrocolloïde, plein d'autres. C'est vraiment celui qui avait le plus de diminution significative des complications post-opératoires qui a été beaucoup associé à la diminution des flicternes, quand il est appliqué correctement et retiré correctement. On voit beaucoup l'Ipafix en post-op. Comparé à une pellicule transparente dans plus d'une étude, là, c'est dans une review, là, l'incidence des flicternes est de 4 % supérieure. Ça veut dire que vous avez 4 fois plus de chances d'avoir des flicternes quand vous utilisez de l'Ipafix. Parce que c'est tellement adhésif, puis quand on le retire, c'est vraiment plus traumatique pour la peau. Fait que on va en regarder une. Ici, on voit le petit égaderme film qui est très, très, très répandu. J'essaie de le recoller égal pour coller ça sur la table. Aucun pansement n'a été maltraité pendant le tournage. Non. Il y en a plein de sortes. Souvent, c'est le même principe. J'ai quelque chose sur l'adhésif, je le colle, puis après ça, je retire une couche extérieure. Fait que c'est très confortable puis très malléable pour le patient. Ça ne nuit pas beaucoup au mouvement. Dans la plupart des cas. Fait que ça ressemble à ça. C'est quelque chose que je sais que vous connaissez habituellement assez bien. Fait qu'on... le mettre à soi-même, il me manquait un peu de main là, pour retirer la petite pellicule, parce qu'habituellement, on le tient là, au pourtour pour pas que ça fasse de petits rouleaux. Mais c'est quelque chose que, dès que j'ai une friction, comme on a dit, c'est quelque chose qui va rouler rapidement. Fait qu'il faut pas, ça peut protéger un endroit qui a eu de la friction, mais si la friction demeure, ça ne sera pas adéquat. Fait que si, par exemple, il y a eu une friction quelque part sur un membre causé par un appareil, par exemple, je le place pour protéger la peau, mais que je continue à avoir la friction, c'est pas bon. Il faut vraiment retirer la friction. Les protecteurs cutanés. Il y en a plein de formats, il y en a plein de sortes différentes. Toutes les compagnies en font parce que c'est vraiment essentiel. Ça va vraiment faire laisser un film sur la peau, créer une barrière cutanée qui va vraiment protéger la peau de l'adhésif. C'est quelque chose de très important. De l'adhésif, des écoulements. Fait qu'on devrait en utiliser dès que vous avez un pansement avec de l'adhésif, une plaie avec un écoulement, on devrait toujours retrouver un protecteur cutané dans votre plan de traitement. Parce que c'est vraiment, on veut toujours protéger la peau environnante. Ça fait toujours partie de nos objectifs de traitement. Il y a différents formats. Il y en a en compresse, il y en a en spray, il y en a vraiment plein. Il y en a que c'est plus crème, d'autres plus onguent, plus des liquides. Au final, il y a toujours soit de l'oxyde de zinc, de la gelée de pétrole, du diméthicone, du silicone, de l'acrylate, de la gomme de cellulose, ou il y en a qu'il faut faire attention, c'est avec de l'alcool. Pourquoi il y a des sachets que c'est fait avec de l'alcool, qu'il y a de l'alcool d'ajouter dedans, vous croyez? Pour enlever les corps gras sur la peau, pour permettre de fixer quelque chose. Une peau, par exemple, on avait ça avec les fixations du tube nasogastrique pour enlever le gras sur la peau, qui va aussi laisser une pellicule en même temps. Puis là, il va adhérer beaucoup mieux. Puis on a asséché la peau en dessous. Parce que si je mets sur le nez, c'est une zone souvent qu'on a plus un peu de gras qui va être présent au niveau du visage, plus de glandes sébacées. Fait que là, en nettoyant et en asséchant avant, avec de l'alcool, c'est bon. Mais imaginez que vous avez, par exemple, un ulcère veineux qui coule beaucoup, qui a un petit érythème en pourtour, puis que vous choisissez le mauvais produit, vous prenez celui qui est pour faire coller un tube nasogastrique. Il faut faire attention, il ne faut pas les confondre. Nous, on les avait, les 2 boîtes de sachets, une à côté de l'autre, dans notre chariot de pansement. Fait que c'était facile à confondre. On l'a déplacé, mais bon, il faut faire attention. C'est pas pareil.
On pourrait, dans le fond, prendre un tampon d'alcool, enlever le corps gras, puis mettre le protecteur cutané, si j'ai bien compris. Ben oui. C'est ça, Oui. là, à un moment donné. Il y a juste que ceux qui ont de l'alcool, c'est pour ça qu'ils sont créés. On utilise seulement un sachet, mais c'est pas essentiel d'avoir ça en place. Fait que ça peut être utile des protecteurs cutanés. On le voit beaucoup associé aux adhésifs, mais ça peut être aussi pour protéger quand il y a un peu d'érythème fessier. On n'est pas obligé de l'utiliser quand il y a une plaie, seulement quand il y a une plaie. Des endroits où c'est irrité, des lésions causées par le matériel adhésif, si on en a parlé, on le voit beaucoup pour ça. Toutes les peaux fragiles, macérées autour d'une lésion, c'est très utilisé là-dessus. Fait que c'est quelque chose on ne mettra pas plusieurs couches, ceux qui sont peut-être plus en crème, là. On va mettre une couche mince, on ne veut pas non plus nuire à l'adhésion de notre pansement. On n'a pas à tout retirer puis à frotter pour enlever ça. Ça peut rester en place. Ça laisse un petit film sur la peau. Puis, il y a ceux qui sont en spray. Souvent, on a la technique de protéger notre plaie puis d'en mettre autour. C'est pas grave que ça va dans la plaie. Il y a certaines compagnies qui jurent que ça ne brûle pas quand ça arrive dans la plaie. Bon, j'ai jamais osé le tester sur quelqu'un, d'envoyer un petit spray de cavillon à l'intérieur de sa plaie, mais ça a l'air que c'est pas, ça brûle pas tant que ça. Fait qu'il y en a, je ne sais pas ce que vous avez dans vos centres, vous autres. Nous, on a beaucoup les bâtonnets ou les sachets qu'on met autour des sachets. Ça existe aussi en spray. J'ai une plus grosse bouteille. Je ne sais pas si vous avez vu, là, ils disent les sprays comme ça, on ne devrait pas le garder plus que 96 heures, il faut qu'il soit dédié au patient. Pensez-vous qu'on a le temps de passer toute la bouteille en 96 heures? Il faut changer souvent le pansement, là. Ou il faut en ait une grande étendue à mettre avec du camion. Fait que, tu sais, c'est pas... 96 heures, c'est pas si long, là. Fait que ça laisse un petit film sur la peau. On le voit un peu, je ne sais pas si vous voyez à l'image, quand je vais replacer ma main, là, il était collé. Ça colle un peu, hein? J'ai de la misère avec le bouchon. C'est un peu plus luisant l'endroit où j'avais mis le... Il était vraiment collé. Ouais. Là, on voit la petite bruine. Fait que ça va laisser un film luisant sur la peau qui va protéger la peau. Tantôt, on a parlé là, des pansements qu'on utilise beaucoup, les pellicules transparentes. Il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites un peu sur les pansements post-op parce que pour diminuer les complications. Puis tout le monde, on veut, nous autres aussi, tous les professionnels de la santé, on veut voir la plaie en dessous du pansement pour être sûr qu'il n'y ait pas d'infection, que ça guérit bien. Mais en fait, la meilleure chose pour la guérison et prévenir les infections, c'est de le laisser en place le plus longtemps possible. Fait que ce serait vraiment la meilleure chose. Fait que c'est des pansements qui sont conçus vraiment pour les plaies chirurgicales. Il y a plein de formes de FERT, puis il y en a des un peu plus particuliers que d'autres. On va en voir un qui permet justement de voir la plaie. Bon, là, vous en avez qui sont siliconés. Fait que ça, c'est pour répondre aux besoins des professionnels de la santé qui retirent le pansement tous les jours. Fait que quand il est siliconé, il y a beaucoup moins de traumatisme au tissu. Fait que c'est un bon choix là, d'avoir une pellicule siliconée. Vous voyez, on dirait qu'il y a les petits trous là, de l'interface qu'on a vu. Puis à l'intérieur, c'est une mousse qui va absorber, mais sans assécher parce que j'ai mon interface aussi qui est présente. Ça va protéger la peau en périphérie. Je l'ai en d'autres formats. Je vais tout le sortir. Bon, j'ai des plus grands formats. J'en ai plein. Des fois, on en a parlé l'autre fois. Là, quand j'ai, par exemple, une hanche ou un genou, il faut faire attention, il ne faut pas couper à l'endroit où j'ai la mousse, mais je pourrais replier le rebord, par exemple, pour pouvoir joindre deux pansements pour couvrir une plus grande surface. Là, les hanches, souvent, c'est une plaie qui tourne au niveau de la fesse. Fait que, souvent, il faut en mettre deux comme ça. Là. Celui-là, non, ça c'est le standard. Il y en a un tantôt je vais vous montrer qui est particulier. Ça, en fait, c'est une pellicule plastique, puis que j'ai un Telfa à l'intérieur. Fait que c'est ceux-là, il faut faire attention à ne pas faire de traction. Puis c'est justement la raison pourquoi j'ai, dans la plupart des cas, à l'extérieur, une pellicule plus rigide. Il faut vraiment que je l'applique comme ça, puis après ça, je retire la pellicule extérieure. Il ne faut vraiment pas que je fasse de traction.
C'est un peu exponentiel. Maintenant, les pansements post-op, on dirait ils sont partis à en faire de tous les... Ouais. Mais si je comprends bien, ils ne font pas comme il faut. Ils font encore pas assez long, là. Mais c'est que les plaies, il y en a des assez longs pour faire Ouais. des grandes plaies. Il y en a d'autres. C'est le type de plaie. Les hanches, là, c'est le fait que ça tourne sur la fesse, là, tu sais. Lui, il n'est pas sale, il est à l'argent, hein, je pense. Oui, c'est ça. C'est une mousse à l'argent qui est à l'intérieur. Une plaie post-opératoire, là, c'est souvent, ben, dans la majorité des cas, fermée. Hein? Fait qu'une mousse à l'argent, qu'est-ce que vous pensez de ce choix-là? Un pansement composé là, comme ça pour le post-op qui a de l'argent dedans. Qui n'est même pas en contact parce qu'il y a une interface. Fait qu'il est semi en contact. Le chirurgien, c'est quoi son réflexe s'il y a une plaie qui est infectée post-op? C'est d'aller l'ouvrir et de donner des C'est ça, je me disais. Fait que, tu sais, l'interface, là, sur une plaie suturée, il y a une efficacité très limitée. Celui-là, il n'est pas si populaire, à mon grand étonnement. Il n'y a pas beaucoup, mais il y en a des chirurgiens qui l'utilisent. On dirait comme des nids d'abeilles. C'est une mousse qui ont fait des ouvertures. Fait qu'on le met sur la plaie, puis on peut voir la plaie. On n'a pas besoin de l'enlever pour voir la plaie. Fait que c'est vraiment pour répondre à ce besoin-là de voir la plaie des professionnels de la santé. Fait que c'est une pellicule plastique avec une mousse, mais qui est faite sous forme d'alvéole, fait qui permet de voir la plaie. Fait que si j'ai un pansement comme ça répond aux besoins des professionnels de santé de voir que tout est correct en dessous, fait que je devrais le retirer moins. Fait que si on le laisse en place 3 jours, là, souvent après, le pansement il resterait vraiment en place, un pansement semi-occlusif comme ça, là, la plaie va guérir plus rapidement. Peut-être que j'aurai même plus besoin de pansement après, quand je vais pouvoir le retirer. Il y a un avantage à utiliser des pansements comme ça, puis à les laisser en place. Aussi, il y a eu, comme je vous disais, il y a eu plein d'études là, sur les infections post-opératoires. Puis, tu sais, ils ont établi les caractéristiques idéales, puis c'est un peu là-dessus qu'il a été composé, là, ce pansement-là. Il y a eu une étude Delphi, c'est qu'ils prennent plein de participants, puis ils leur demandent qu'est-ce qu'ils pensent qui seraient les caractéristiques idéales, puis ils retournent les caractéristiques jusqu'à ce que tout le monde soit d'accord. C'est faire un consensus. Là. Fait que là, tous les professionnels de la santé qui ont été concertés, ils ont dit qu'il faut qu'il soit facile à enlever, le pansement, qu'il soit imperméable pour que le patient puisse assez rapidement aller prendre une douche, qui permette de voir la plaie, qui soit adhésif, puis qui soit disponible. Il faut que le pansement, là, qu'on choisisse, que le centre l'ait. C'est souvent, hein, c'est une des choses qu'on n'a pas tout le temps. On n'a souvent pas le choix des pansements qu'on a. Puis, on dit aussi que c'était important qu'ils permettent l'œdème. Il y a une caractéristique qui a été mise comme la plus importante par le personnel infirmier dans cette étude-là. C'est les seuls qui ont pensé à ça. Qu'est-ce que vous pensez que c'est? La douche. Hein? La douche. Non, je ne l'ai pas encore nommé. Un rapport qualité-prix, je ne sais pas, non. Non. Ou je pense à mes patients à domicile qu'il faut qu'ils payent les pansements. C'est peut-être ça. Bien, ça en fait partie, je ne les ai pas toutes nommées, là. Je sais pas. En fait, que le patient y adhère au plan de traitement. Que ce soit un pansement que les patients vont accepter. Les infirmières, c'est les seules qui ont dit ouais, c'est bien beau que moi je pense que lui, c'est le pansement idéal. Si le patient, il n'aime pas le pansement puis qu'il le refuse, bien, ça ne sera pas le meilleur pansement. C'était quelque chose, là, dans le fond, qui a été nommé par les infirmières. Ils ont regardé l'incidence, ils ont comparé l'Ipafix avec le pansement post-op, qui est fait avec un film. Ils ont regardé l'incidence des infections post-opératoires. On a l'impression que l'Ipafix est vraiment fermé. Bien, l'infection post-op arrive dans 6,6 % des cas avec l'Ipafix, tandis qu'avec un film, c'est 1,4. Fait qu'il y a beaucoup moins d'infections post-opératoires qu'un pansement comme ça. On ne l'ouvre pas. Puis l'érythème en pourtour, ça diminue aussi là, significativement, entre 8 % et 2,8 % avec le pansement post-op. Fait qu'il y a des avantages. L'Eflicten, c'est 8,7 avec l'Ipafix dans cette étude-là, puis 2,3 pour le pansement post-op. Fait qu'ils ont utilisé un pansement, ce qu'ils ont décrit, c'est pas une étude faite par la compagnie. Ils ont utilisé un pansement qui répondait aux caractéristiques qui permettait de voir la plaie et qui n'était pas retiré avant 3 jours.
Fait que, bon, à ma connaissance, il y a juste celui avec les alvéoles là, qui existe, qui a ça, là, mais tout autre pansement qui aurait ces caractéristiques-là, on pourrait penser qu'on arriverait au même, à la même chose. Maintenant, il y a les pansements siliconés. Les pansements en silicone, là, je pense que vous n'avez pas un tableau là, dans votre livre, mais on voulait juste en parler parce que le silicone, il est ajouté à toutes les catégories de pansements maintenant. C'est vraiment, tu sais, la majorité des compagnies, ils ont leur gamme silicone. C'est pas juste parce que ça leur permet de le vendre plus cher. Puis souvent, ils ont des belles petites couleurs, sont beaux. Là, il y a une compagnie, leurs mousses sont comme jaunes. Mais la gamme siliconée, comme turquoise, sont bien beaux, leurs pansements. C'est pas juste ça l'avantage, il y a vraiment un avantage, ça diminue énormément la douleur. Fait que quand vous avez dans vos objectifs de traitement un patient qui a de la douleur, vous voulez diminuer la douleur, c'est une indication d'utiliser un pansement siliconé. Il y a des interfaces qui peuvent aider pour ça, mais un pansement siliconé peut combiner les deux. Fait que ça va être confortable, ça va être malléable comme produit. Fait que ça existe des interfaces, des mousses. Les mousses, souvent, c'est qu'il y a une interface siliconée qui est placée à l'intérieur. Fait que c'est vraiment très confortable pour les patients. Souvent, on peut le coller, le décoller, le recoller. Puis, tu sais, mettons qu'on le colle croche un peu, on le décolle, bien, il colle encore. T'sais. Fait que c'est vraiment quelque chose qui est très confortable pour les patients. Il y a énormément d'études sur l'utilisation des mousses siliconées en prévention des plaies de pression. Là. Si vous suivez d'autres formations où on parle des lésions de pression, c'est quelque chose qu'on voit énormément dans la littérature, là, qu'on va placer ça pour prévenir les plaies de pression. Alors, on a parlé beaucoup de s'appuyer sur les objectifs de traitement pour traiter notre plaie et pour le choix aussi des pansements qu'on va établir selon les caractéristiques de la personne. On en a parlé amplement. Est-ce que j'ai une peau fragile? Est-ce que c'est dans un milieu qui va être propre, moins propre? Ça pourrait être des éléments qu'on va prendre en considération. Les paramètres de la plaie, est-ce qu'elle coule beaucoup, elle coule pas beaucoup? L'environnement autour aussi de la personne, hein? Qu'est-ce que ça a l'air? On va considérer aussi des allergies, des intolérances ou des croyances. On a parlé de certains produits qui pouvaient amener des refus parce que c'était à base d'intestin de porc, entre autres. Fait qu'on va évaluer la peau environnante, on va appliquer un protecteur cutané en présence de macération. Puis, tu sais, comme Annie le disait aussi, en prévention, bien souvent aussi dans les contextes où on va mettre des pansements adhésifs qu'on va avoir à retirer souvent. On a parlé amplement là, au niveau des pansements post-op. On va évaluer aussi le tissu du lit de la plaie. Fait que si je suis en présence de tissu de granulation humide, bien, on va prendre quelque chose, un pansement qui va être en fonction de l'exudat. On veut que ça soit humide, mais pas trop. Si c'est un tissu nécrotique, bien, ça va être utilisé aussi selon l'exudat. Fait que ça arrive des fois que quand on a une nécrose plus sèche, une grosse escarre noire, ça ne coulera pas. Mais on a du tissu nécrotique humide, lui, qu'on va voir que parfois les plaies coulent beaucoup. Fait qu'il faut adapter. Si c'est sec, ben c'est ça. On va essayer de favoriser le plus possible le déroulement alcoolitique. Fait que ça se peut qu'on rajoute des hydrogels ou des pansements qui vont favoriser finalement l'humidité dans notre plaie. S'il n'y a pas de potentiel de cicatrisation, on va le voir plus amplement avec les ulcères artériels. Ben là, on ne voudra pas, dans le fond. On va tenir ça au sec, puis on va utiliser souvent des désinfectants aussi. Pour l'environnement de la plaie, ben si elle est infectée ou à risque infecté ou à risque élevé d'infection, parce que parfois, on va l'utiliser en prévention, dans certaines conditions qu'on va voir aussi. On va prendre nos antimicrobiens. S'il y a besoin de moduler, dans le fond, les protéases, on va utiliser nos fameux effets antiprotéases et la matrice extracellulaire, qu'on a vu aussi au cours de pansement. Pour les plaies complexes qui ne répondent pas au traitement classique ou certaines conditions, on l'a vu avec la thérapie par pression négative, particulièrement au niveau des abdomens ouverts, on va utiliser là, finalement ces thérapies-là. Entre autres, cette thérapie-là ou avec plusieurs modèles de thérapie. Maintenant, les cas cliniques. C'est là qu'on va venir voir un petit peu comment est-ce qu'on va mettre ça en perspective, puis comment on va choisir nos pansements, comment est-ce qu'on va choisir nos objectifs de plaie. Fait que vous avez remarqué que c'est les mêmes photos pour la plupart que quand on a vu l'exposé sur les objectifs là, de plaie, de traitement de la plaie. Fait que je vous raconte l'histoire parce que je ne l'ai pas inscrit, je vous ai juste mis la photo. C'est une cliente en CHSLD qui est peu mobile, qui présente une lésion de pression de stade 3. Et ça fait plus de 3 mois qu'elle a cette fameuse lésion-là. Elle a des écoulements sérosanguins. Le traitement en place depuis 1 mois, c'est un pansement mousse hydrophile, fait que, peu importe la marque, avec un modulateur de protéase. Changement de pansement aux 4-5 jours. L'exudat sont peu abondants puis il n'y a pas d'odeur de présent. Fait que c'est ça qu'on a comme information. Fait que quel est, selon vous, l'objectif principal de traitement de cette plaie-là?
On l'a vu là déjà. Retirer les tissus dévitalisés. Effectivement. Fait que là, retirer les tissus dévitalisés, est-ce qu'on a un pansement qui fait ça? Est-ce qu'il y a un pansement qui retire les tissus dévitalisés? On sait que l'hydrogel va nous aider à faire du dérèglement autolytique. On a vu un petit peu aussi que certaines études, le fameux pansement hydroferrablou pourrait avoir un certain effet de débridement. On s'entend qu'à l'épaisseur qu'il y a, je pense qu'il va falloir aller vers un autre type de débridement. Qu'est-ce qu'on pourrait faire dans cette situation-là? Le pansement au sel. Le pansement au sel ne va pas débrider, mais va aider là, un petit peu à gérer les exudats, mais il ne va pas débrider. Qu'est-ce qu'on pourrait faire comme méthode de débridement? On a parlé autolytique. Ensuite de ça, on a quoi comme autre méthode qui existe? L'irrigation. Assaillie mécanique avec irriguer. C'est sûr, quand on est épais, c'est plus difficile. Quand on irrigue de façon mécanique avec la seringue puis le cathlon approprié, ben il ne faut pas viser le tissu de granulation, bien sûr. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre aussi? Chirurgical, mais c'est pas... Chirurgical, si on a accès à un chirurgien qui peut le faire. On a le chirurgical conservateur. Si jamais, là, on ne le voit pas dans la photo, mais si jamais on aurait un bout là, qui serait facilement détachable, qu'on pourrait en retirer, là, on pourrait faire du chirurgical conservateur. Nous, on peut le faire comme infirmière. En ayant, bien sûr, une formation là, pratique sur le débridement. Si on essaye de nous faire un petit NERS. On va revenir aussi à nos premières amours qui sont l'évaluation dans le fond de l'infection. On va se pratiquer en masse. Fait que le NERS, le N, le premier, c'est quoi? Ne guérit pas. Fait que c'est une plaie qui est en présence depuis 3 mois. Mais là, ce qu'on ne sait pas, c'est est-ce qu'avant, c'était plus petit ou moins grand, ou on ne sait pas. Parce qu'on ne voit pas beaucoup d'épithélisation. Peut-être un petit peu une petite ligne, mais on s'entend que c'est très minime. Je vais essayer de prendre le stylo. On voit peut-être ici une petite ligne, mais vraiment minime. Très, très petite. Fait que dans la situation, on ne peut pas dire si ça ne guérit pas, mais ça fait quand même 3 mois. Fait qu'on s'entend que ça fait 3 mois qu'elle a une plaie de pression de stade 3, puis ça ne bouge pas plus que ça. Puis là, en plus, il y a des tissus dévitalisés. On pourrait peut-être y accorder un point pour ne guérir pas. Ensuite, c'est les exudats. Tantôt, on disait dans la situation que c'était peu abondant. Fait que ça, on peut dire qu'on est correct. Fait que dans le fond, pour le R, est-ce que l'intérieur est rouge et friable? Alors, on ne la voit pas. On ne peut pas y donner de point. D, est-ce qu'il y a des débris, des tissus dévitalisés? Ben oui, fait qu'on est rendu à 2 points à date. Est-ce qu'il y a une senteur? Puis c'est marqué dans ma situation qu'il n'y a pas d'odeur. Fait que finalement, cette patiente-là, elle n'aurait pas ces 3 critères du NERS. Fait qu'on n'aurait pas nécessairement à instaurer une mettons un antimicrobien, par exemple. Est-ce qu'on devrait faire le stone pour être sûr, mettons? Est-ce qu'on doit faire un stone suite à ce NERS-là négatif? Est-ce que vous vous souvenez? Le stone, on le fait juste si le NERS est positif. Parce que c'est une coche de plus. Quand on arrive au stone, ben le NERS positif, ça veut dire qu'on a une charge microbienne qui est présente puis on devrait traiter. Bien, ça veut dire que si on avance et on fait le stone, bien, peut-être qu'on va avoir besoin de quelque chose de systémique en plus. Fait que si on n'a pas besoin d'antimicrobien topique, probablement qu'on n'a pas besoin d'antimicrobien systémique. C'est un peu ça que ça veut dire. Bon, fait que le plan de traitement. Fait que je vous répète la situation. La madame, elle a ça depuis 3 mois. Depuis 1 mois, ce qu'il y a comme pansement, c'est une mousse hydrophile et un modulateur de protéase qui est changé à tous les 4-5 jours. Puis il n'y a pas beaucoup d'écoulement, d'exudat. Fait que qu'est-ce que vous voudriez faire, à part le débridement, si on en a parlé? On essaie de trouver une façon, on essaie d'encourager l'autolytique, on cherche un chirurgien, on peut faire du conservateur, de l'irrigation mécanique. Au-delà de ça, qu'est-ce que vous pensez des pansements qui sont mis en place? Ben, je trouve que le modulateur de protéase n'est pas adéquat parce que ça dit que la plaie ne coule pas. Puis, en tout cas, dans l'histoire, on n'a pas de raison de mettre ça pour l'instant. Exactement. Puis c'est quoi qui était aussi, quand on parlait des modulateurs de protéase, c'est ce qui était le plus important, les premières étapes avant d'installer ce pansement-là? Là? Ben, il y avait un petit questionnaire, mais je me rappelle pas. Ben, c'est bon, c'est bon. Ben, en fait, ce qu'il voulait faire en premier, c'était bien nettoyer, faire du débridement, retirer les tissus dévitalisés qui sont notre usine à microbes. C'est sûr que ça produit des métalloprotéases. Bien sûr, là, il y a plein de microbes qui sont présents parce qu'il y a des tissus dévitalisés. Fait qu'avant de commencer à instaurer ça, fait que dans le fond, cette façon de faire-là n'était pas adéquate. C'est qu'on a essayé de mettre un pansement modulateur de protéase sur quelque chose qu'on n'est même pas rendu là dans cette étape-là. Fait qu'on débride. Après ça, on fait un test au niveau du modulateur de protéase, voir est-ce que j'en ai ou pas.
Puis là, si on a géré l'infection, si on a fait tout ça, on a débridé, là, on peut essayer d'utiliser ce pansement-là. En plus, ça fait 1 mois qu'ils utilisent ça. Fait qu'ils ont gaspillé beaucoup d'argent quand même, hein? Tu sais, c'est un peu ça. Tu sais, c'est quand même 4-5 jours, mettons, puis ils mettaient ça. Fait qu'on enlève ça. Sinon, si c'est peu abondant, mettons qu'on fait le débridement, bon, la mousse, je pense que c'est correct aussi, qu'on a utilisé une mousse. Je pense que suite à ça, dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de faire le débridement. Si on est capable de faire un débridement chirurgical, bien là, c'est sûr que ça va plus vite, bien sûr, là. Fait qu'à ce moment-là, je pense qu'avant de tout changer, mettons qu'on arrive là, puis le chirurgien dit « Ah oui, je vais être bon pour te faire ton débridement ». On retire le modélateur de protéase, le chirurgien fait le débridement. Est-ce qu'on change la mousse? Est-ce qu'on instaure d'autres traitements? Est-ce qu'on recommence avec la mousse qu'on avait? Ben, peut-être que le lit de la plaie est différent, fait que la mousse, ça sera adéquat. Oui. Tu sais, en fait, ce qu'il faut penser, c'est d'essayer de ne pas tout changer d'une shot. Hein? Tu sais, des fois, on a ce réflexe-là. Peut-être en clinique, vous voyez ça. Bon, là, on avait une mousse hydrophile Alvin, pour dire quelque chose. Puis là, on avait, je sais pas, moi, un protecteur cutané X compagnie. Puis là, ça marche pas. On enlève tout ça, là, puis on change tout. Là. On change la fréquence, on change le pansement, on va utiliser la chlorhexidine à la place. On change plein d'affaires en même temps. Fait comment qu'on fait pour savoir qu'est-ce qui va aller mieux ou aller moins bien si on a tout changé en même temps? Fait que dans cette situation-là, moi, je recommande, puis je pense qu'Annie, tu vas être d'accord, c'est qu'on réinstalle, après le débridement, on va prendre la même mousse, on va la checker aller, puis on va voir ce qui va se passer. Ça se peut que ça soigne plus. Ça se peut qu'il y ait des saignements, puis on ait le goût. S'il y a des saignements suite à ça, puis qu'on aimerait ça un petit peu faire une gestion de ce saignement-là, qu'est-ce qu'on pourrait utiliser comme pansement? Qui a une petite propriété hémostatique qui est absorbant beaucoup aussi. Alginate. Alginate de calcium, exactement. Mais là, il faut faire attention, parce que là, peut-être que ça saigne beaucoup, mais on ne laisse pas son alginate pour 7 jours, parce que là, c'est un nouveau changement de pansement. Mais quand on débute puis qu'on fait des changements, il faut réévaluer notre plaie plus souvent qu'on le ferait à l'habitude. Fait que si on était habitué de changer le pansement aux 4-5 jours chez cette dame-là, bien moi, j'aurais le goût là, d'y instaurer. Puis c'est sûr, dans un contexte hospitalier, on est proche, on voit ce qui se passe. Mais dans un contexte de domicile, il faut que je planifie que je vais aller voir la madame. Il faut que je rentre ça dans mon horaire. Fait que probablement que cette madame-là, je vais planifier d'aller la voir dans 24-48 heures. Ça ne veut pas dire que je vais changer son pansement puis je vais y enlever ça pour y faire des flictènes, là. Mais je vais venir voir, est-ce que ça a l'air d'avoir débordé? Comment que la patiente se sent? Est-ce qu'elle sent que ça chauffe, ça pique? Y a-t-il des changements? Puis bon, après ça, intervenir. Fait que j'irai là-dessus. Puis c'est sûr que dans le milieu hospitalier, on peut évaluer. On pourrait peut-être y laisser 2 jours, 3 jours, voir un peu, puis réévaluer la plaie, puis refaire un autre plan de traitement. Fait que ça se peut qu'on ait besoin de mettre de l'hydrogel parce que ça coule pas assez, c'est trop sec. Ça se peut qu'on soit obligé de rajouter. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter? Mettons qu'on se rend compte après 4 jours, ça coule cette affaire-là. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en dessous de notre mousse que la dame tolère bien, mettons? Un pansement qui serait bien absorbant. Outre l'alginate de calcium, quel autre pansement qui est très absorbant, qui se glisse bien en dessous d'une mousse? Une hydrofibre. Tu sais, on entend souvent Aquacel, c'est une marque, là, mais tu sais, pour vous donner hydrofibre est très absorbant, on pourrait glisser ça en dessous de notre pansement parce qu'on ne peut pas mettre une hydrofibre tout seul puis pas rien mettre par-dessus. Puis, on ne met pas de compresse non plus avec des cleans, là. On n'est pas obligé, comme on dit, quand on n'est pas mal pris. Fait que ça ressemble à ça pour cette situation-là. On va maintenant passer au prochain cas clinique. Fait que là, on a un patient, un client, il n'y a même pas de nom, c'est un client, qui a une rougeur depuis 3 jours. Il est hospitalisé en médecine, puis il a un C difficile en même temps, le monsieur. Il y a une détérioration de sa lésion de pression qui était de stade 1 à son arrivée il y a 2 semaines. Fait qu'il rentre à l'hôpital, puis la pression stade 1, fait que c'est léger, hein? Ou lésion de pression de stade 1 aussi qu'on devrait utiliser maintenant. La plaie est laissée à l'air libre depuis 3 jours. Pansement antérieur, c'était le mousse siliconé qu'il y avait avant. Fait que, quel est mon objectif principal chez ce client-là parmi mes 9 objectifs? Protéger la peau environnante. Ben, ça flash en rouge. Il y a comme un genre des néons, là. Fait que c'est sûr qu'on veut faire tout le reste, mais ça, c'est notre priorité. Protéger la peau environnante. Une autre chose qu'on voudrait faire, à part de protéger la peau environnante, qu'on pourrait faire comme 2e, finalement, ou 3e objectif. Parce que là, on est quand même en mode de lésion de pression. Et retirer la pression? Oui, il faudrait gérer la pression. Tu sais, ça serait important de la gérer, de voir ce qui a causé ça, puis ce qui a aggravé ça. Mais là, c'est sûr qu'il faut garder en tête aussi qu'on a un C difficile, là. Fait que qu'est-ce que ça fait du C difficile? Ça produit des bons.
Des selles, pas des bonbons, des selles. Fait qu'il y a des bonnes chances. Tu sais, on prendrait la photo, ça aurait pu être aussi bien un patient que ses sécrétions qui ont fait ça. Tu sais, on voit là que, tu sais, ça aurait pu être ça, mais là, dans le cas que c'est des selles, c'est difficile. On voit que c'est une dermatite d'incontinence, de contact d'une certaine façon, parce que les selles ont en contact avec la peau, là, on s'entend qu'on pourrait le prendre de même. Mais oui, une dermatite d'incontinence, parce que là, je vous l'ai dit que c'est un C difficile. S'il n'y aurait pas eu de C difficile, ben là, ça serait peut-être plus une lésion périlésionnelle. Ça pourrait être ça aussi, ça pourrait être nos sécrétions qui ont comme brisé finalement la peau aux alentours. Fait que là, on a ça. Fait que qu'est-ce qu'on pourrait faire pour aider dans cette situation-là? Parce que là, il y a le C difficile. La plaie de pression s'est aggravée, là, elle a passé 2 stades en une semaine. 2 semaines. Et voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ce patient-là? On peut mettre un protecteur cutané autour. C'est sûr qu'on va mettre un protecteur cutané. Est-ce que vous avez l'impression, quelle sorte de protecteur cutané vous allez utiliser? Parce qu'on a vu quand même une bonne gamme, hein, tu sais, allant de la petite lingette avec de l'alcool, le spray, les crèmes, les onguents. Qu'est-ce que vous allez utiliser? Ou ne pas utiliser? Ben, je pense à la marque Criticate, là, la crème protecteur qui est faite pour l'incontinence. OK. Fait que quelque chose d'un petit peu plus consistant, là. Est-ce que ça serait une bonne idée de mettre un petit spray de Cavillon? Ça serait pas dangereux de mettre un spray de Cavillon, mais j'ai l'impression que le Cavillon, il va s'en aller avec les selles de C difficile. Fait que c'est pas que c'est pas mauvais, que c'est peut-être pas le bon choix. Si on n'a pas ça, cette fameuse crème-là, est-ce que vous pensez, là on ne parle pas du pansement, on est juste en train d'essayer de protéger la peau. Est-ce que vous pensez qu'on pourrait mettre quelque chose d'un petit peu plus consistant, comme peut-être un onguent de zinc, quelque chose qui n'est vraiment protégé? Mais encore là, on ne peut plus mettre de pansement par-dessus ça. Fait que, tu sais, des fois, on est pris dans une situation comme entre deux. Est-ce que le patient, il est mobile? Parce que là, c'est difficile, puis il est en médecine chirurgie, mais j'ai pas de raison pourquoi il est hospitalisé, j'ai oublié de vous en parler. Peu importe. Est-ce qu'il se bouge? Est-ce qu'il se déplace? T'sais, Annie nous en avait parlé que parfois, les patients aux soins intensifs, des fois, ils vont laisser les fesses à l'air, là. Puis qu'est-ce qu'ils font pour empêcher que les selles, gérer les selles un peu, là? Qu'est-ce qui pourrait être utilisé, dans le fond? C'est pas tant le soin de plaie, là, mais un truc de... C'est pas le fun pour les patients, le fameux collecteur rectal. Je pense que c'est le bon terme pour le dire. Fait que c'est sûr que le collecteur rectal, il n'est pas si bien toléré. Est-ce que le patient se déplace? Est-ce qu'il se déplace pas? Oui, vas-y, je t'écoute. Mais nous autres, on a déjà vu. J'ai aucune idée comment ça s'appelle, mais c'est comme un sac que tu colles aux fesses. C'est comme un sac d'estomie. Oui, mais... Ah, OK. Moi, j'ai pas une grande pratique en milieu hospitalier. Annie fait signe que oui. Je pense que t'as déjà vu J'en ai ça. entendu parler. Ah, C'est d'accord. beaucoup moins invasif, c'est sûr que... Mais Tu le colles où, le sac? Mettons, c'est fesses. Ben, il est fait comme en angle, puis tu le colles dans le pli, là. Mais, tu sais, moi, j'ai comme l'image d'un patient qui marche au corridor, que les jaquettes sont pas toujours bien fermées. Avec là, son tu sais. petit sac, Je le sais pas. claquote. Tu sais, c'est sûr que tu n'as pas l'effet du ballonnet, puis ça doit être moins Ouais. traumatique pour le tissu à l'intérieur, là. Mhm. Ben, moi, j'ai vu ça avec des patients comme quadraplégiques, là. OK. Qui avaient des plaies au siège, puis qu'il fallait qu'ils restent couchés. Puis... Oui, c'est ça. Dans ce contexte-là, je le vois, mais tu sais, ça... Tu sais, le patient, peu importe le système de collection rectale, j'ai l'impression que c'est il n'y en a aucun qui est confortable et qui est l'idéal, là. Tu sais, c'est vraiment quand on essaie de trouver une façon. C'est ça. là. Mais c'est un peu là que je voulais vous amener. C'est que des fois, on se ramasse devant. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On pourrait y mettre une clotte d'incontinence. C'est sûr que, tu sais, l'hygiène, changer souvent, tout ça, c'est bon, là. Mais, tu sais, quand on a le sédicile, des fois, les selles sont fréquentes. Fait qu'il y a ça. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on pourrait utiliser? Est-ce que vous pensez qu'une crème à cortisone pourrait être une bonne idée? Est-ce qu'on pourrait instaurer un traitement comme ça pour aider à la peau? Pourquoi pas? Mais la crème à cortisone va probablement partir avec le... Tu sais, c'est un peu ça, c'est tourner un petit peu en rond. Puis là, on parle juste, dans le fond, de le rougeur-là, mais dans le petit milieu ici, là, ben, il y a une plaie de pression. On fait quoi avec cette plaie-là? Est-ce qu'on peut mettre un pansement par-dessus ça, vous pensez? Est-ce que ça va tenir? Est-ce que le risque, quand on a des plaies comme ça, c'est que les selles rentrent en dessous du pansement? Fait comme on est tout le temps en train d'échanger. Fait que la mousse siliconée, c'est bien parce que, bon, elle s'enlève moins traumatique, là. Mais c'est parce que le risque, c'est que quand c'est pas bien scellé, c'est que les selles rentrent en dessous, puis là, c'est encore pire, là. Alors, est-ce que la pâte triade serait une bonne option dans cette situation-là?
Oui. Tu sais, on dit, bon, la pâte rillade, on peut l'utiliser dans les plaies de pression, dans des places où est-ce qu'on a de la difficulté à faire adhérer quelque chose, dont le pli interfessier. Est-ce qu'à long terme, c'est la meilleure solution? Peut-être pas, mais ça pourrait être peut-être une alternative en attendant que le sédifice se calme, qu'on vienne à bout de reprendre le contrôle sur la rougeur au pourtour. Puis, ben, c'est peut-être la meilleure des moins pires options pour l'instant, je pense, dans cette situation-là. Ça ressemble à ça. Fait que vous voyez qu'on n'a pas toujours une solution. Fait qu'on a plusieurs solutions, mais tout ça va dépendre aussi beaucoup du patient, là, de sa tolérance pour les traitements qu'on va lui faire. C'est un peu ça. On va souhaiter que son fameux c'est difficile se replace, ce cher patient. Alors, on passe au prochain. Fait que là, la photo, on s'en souvient, hein? C'est exactement ça. C'est le même. Fait que là, maintenant, il y a une histoire derrière ça. Fait que quel est l'objectif principal qu'on avait vu au cours sur les objectifs de traitement? Gérer l'infection. Ah, écoute bien ça, hein? Gérer l'infection, parce que c'est pas normal, cette belle couleur. Même si c'est beau, hors contexte, un beau petit turquoise, même c'est beau, mais pas dans les plaies. Bon, alors, je vous explique la situation. Première visite à domicile. Bon, on arrive. C'est un patient de 71 ans qui a été référé par son médecin de famille, car ce dernier n'est plus en mesure de se déplacer au bureau. Fait qu'il n'est plus capable d'aller voir son médecin. Fait que le médecin vous a fait une référence. Pouvez-vous assurer un suivi à mon patient à domicile? Il y a l'insuffisance chronique depuis plus de 10 ans et des ulcères en place depuis 2 ans. Fait que dans le fond, cet ulcère-là, il est en place depuis 2 ans. Celui-là aussi, mettons, depuis 2 ans, les deux. Monsieur fait ses pansements seul la plupart du temps et sa fille l'aide en alternance. Fait qu'il fait ses changements de pansement, des fois, sa fille vient l'aider. Ce qu'il fait, c'est un pansement avec une compresse, des compresses, puis un clean, qui est l'espèce de bandage, là, puis il met du polysporin. Il change ce dernier selon les écoulements, en évitant de le faire trop souvent, parce que ça coûte cher, c'est un peu ça. Ce dernier est lucide, mais têtu selon sa fille. Il ne veut pas aller consulter son médecin pour cette situation-là. Depuis une semaine, les écoulements sont très abondants puis ils sentent pas bon, sont maladorants. Il vous dit que la plaie a augmenté puis qu'il y a l'apparition d'une nouvelle plaie. Fait que là, on la voit pas, mais ici, ça a une petite nouvelle qui est apparue, là. Fait que notre objectif principal est la gestion de l'infection. Fait que comment qu'on fait pour gérer l'infection? Quels sont les pansements qui vont nous aider à la gestion de l'infection, vous pensez? On a du choix, là. Un pansement antimicrobien qu'on a parlé. Le PHMB. Le PHMB, l'argent, le miel. Là, je suis en train d'en oublier l'iode. L'argent, je l'ai dit. Il en manque ça? Dérivé d'acide gras. Dérivé d'acide gras et le bleu de méthyl violet de gentiane, le fameux hydroferroblue, qui est le seul dans sa catégorie. Fait qu'on pourrait utiliser. Qu'est-ce qui va faire qu'on va utiliser un au lieu d'un autre? C'est quoi qui serait vos critères? Selon ce qu'on a décrit, on a lu des études, on a parlé de plein d'affaires. Bien, c'est un peu ça la réponse. Souvent, ça va être la disponibilité du produit en clinique. Hein? Qu'est-ce qu'on a? Bien plate, qu'est-ce qu'on connaît? C'est un peu ça. Qu'est-ce qui est utilisé dans le passé? Parce que si on a essayé l'argent, bien, des fois, on peut varier aussi, là. Fait que, tu sais, les antimicrobiens sont quand même assez équivalents un et l'autre. Il faut juste, dans le fond, bien connaître le produit puis l'utiliser correctement. Puis un antimicrobien, combien de temps qu'on utilise ça? 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, 6 mois? Que vous pensez? C'était pas une dizaine de jours? Oui, 2 semaines, une dizaine de jours. Tu sais, comme un traitement. Si on prend des antibiotiques, absolument, 7-10 jours, c'est pas mal ça. Fait que c'est un traitement. C'est pas quelque chose qu'on va mettre de longue haleine. Dans certaines situations, on va le voir quand on veut prévenir. Ça, c'est une autre affaire. Mais de façon générale. Puis, est-ce que vous pensez qu'il y a autre chose qu'on pourrait faire pour gérer l'infection qu'il y a là? Parce qu'on s'entend que le petit bleu-vert, c'est du... Pseudomonase. Qu'est-ce qui aide à traiter le pseudomonase? Le vinaigre. Le vinaigre. Avec des petites compresses au vinaigre, on pourrait aider finalement, en plus de l'antimicrobien, faire le traitement au changement de pansement. Fait que si on fait une évaluation, mettons qu'on ferait un NERDS puis un stone. Parce que là, on veut savoir, là, ça fait quand même 1 semaine que tout ça est là. Parce que c'est pas parce qu'on sait que c'est un pseudomonase qu'on n'a pas besoin d'une thérapie plus systémique. Là, hein? Ça, il y a ça aussi qu'il faut prendre en considération. Fait que là, on a parlé, on va sauter le NERS là, parce qu'on s'entend qu'il est positif. Là.
Mettons qu'on est rendu au fameux ton. Il faut toujours que j'aie mon petit livre pour m'en souvenir. Bon. Surface qui augmente, oui. Température qui augmente, bien là, on le pousse, cette information-là. On fait qu'on le saute. Os palpable ou exposé, ça va bien, on ne voit rien. Nouvelle plaie, oui. Fait que là, on est rendu à 2 points. Érythème, bien là, c'est sûr qu'on voit que c'est rougeâtre autour, là. Tu sais, est-ce que c'est ça? Disons que c'est une photo, mais on pourrait quand même y en mettre un quand même. L'exudat, on a un autre point. Fait que déjà là, on est rendu à 3 ou 4, ça dépendant de ce qu'on a mis à érythème. Senteur, un autre point. Fait que là, on a genre 4 points sur 5, là. Fait que c'est sûr qu'à ce moment-là, c'est une situation où est-ce qu'on doit instaurer un traitement systémique, dans le fond, au-delà de juste faire un... Mais on peut faire les deux en même temps. On peut faire nos compresses de vinaigre, mettre un antimicrobien, puis avoir aussi de l'aide au niveau systémique pour un antibiotique. Parce que ça fait quand même une semaine aussi. Puis nous, on arrive là dans le décor, là, on n'était pas au courant de rien. C'est un patient qui fait des compresses avec des compresses puis du clean. Fait que, tu sais, les bactéries, ça rentre, là. Puis il est un peu têtu, puis il veut pas trop dépenser d'argent. Fait que, tu sais, on a du chemin à faire dans l'histoire, là. Fait que, est-ce que vous pensez qu'il y a une thérapie de compression, ce patient-là? Je pense pas, hein, tu sais, qu'on part de loin. Fait que là, tu sais, puis on voit un peu le pattern, là, il y a un aidant naturel. Fait qu'il faut essayer d'amener ça pour pas qu'il nous remette, tu sais, qu'il nous revire de bord non plus, là. C'est un patient qui est volontaire, qui veut faire ses affaires. Fait qu'au-delà de vouloir gérer l'infection, c'est sûr qu'on va vouloir y parler de contrôle de compression. C'est probablement la dernière chose que je parlerai, moi, avec ce patient-là. Je commencerai par lui expliquer qu'il a été super bon. Je trouve que vous avez été bon. Ça fait plusieurs mois que vous faites vos changements de pansement. Vous êtes super autonome. Qu'est-ce que vous en penseriez? Je vous donnerais un petit coup de main. Il semble que je pourrais vous aider. Essayer d'amener ça pour lui faire accepter peut-être des services à domicile. Parce que oui, on débarque pour une première visite. Mais si le patient décide qu'il ne veut pas voir l'infirmière, même si le médecin nous enverrait 4 références par semaine, la porte va être fermée quand même. Il est lucide. Il a le droit de décider que je ne viens pas le voir. Fait que, tu sais, je vais vraiment essayer de... Je vous trouve bon, vous avez fait ça tout seul. Qu'est-ce que vous avez fait comme travail dans votre vie? Vous deviez être quelqu'un. Fait que là, il va vous parler de lui, essayer, tu sais, de l'amadouer un peu pour essayer de passer notre matériel. Fait que si on est capable de gérer ça, trouver... Tu sais, j'avais bien fait, tu sais, de me le dire parce que c'est vrai que ça... pas normal, hein, ça, puis d'essayer de lui parler, finalement, que c'est, bon, de l'amener à dire qu'il a pris des bonnes décisions, qu'il a bien fait de nous le dire, puis l'amener tranquillement à pouvoir collaborer. Fait qu'il faut bien nettoyer, il faut aussi essayer de débrider, tu sais, on voit bien en dessous, là, que, tu sais, rarement, une plaie de granulation sans aucun tissu dévitalisé se met à faire du pseudomonas. Ça peut arriver. On s'entend que les tissus dévitalisés vont être des usines à microbes, comme je le dis souvent. Fait que ça ressemble un petit peu à ça. Fait que là, on a dit qu'on mettait un antimicrobien 2 semaines. Puis là, ça coulait abondant. Qu'est-ce qu'on peut mettre quand ça coule abondant? Parce qu'un de nos objectifs, ça va être la gestion des exudats puis protéger le pourtour, là. Une mousse. On peut mettre une mousse. Là, il y avait juste des... Ouais, lui, il partait de loin avec son clé. On peut mettre une mousse. Je dirais que dans un contexte que c'est bien exudatif, puis on en a parlé, il y a plusieurs ulcères. Je fais comment coller, mettons, là, je veux en mettre un ici. Puis là, je vais coller ici. Je suis capable de mettre 2 pansements. J'ai-tu une mousse assez grande pour faire tout ça, plus elle? Fait que dans ces situations-là, parfois, quand ça coule beaucoup, qu'on est en phase aiguë, même si c'est une plaie chronique, dans la phase aiguë de l'infection, des fois, on va aller mettre des pansements, genre absorbants de hydrofibre ou de ce style-là. Puis, on va peut-être utiliser le fameux pansement, là, que j'ai oublié le nom, pansement absorbant, je pense. Hein? Celui-là que tu avais parlé qu'on devait... wrapper autour de la cheville un peu, puis ça protégeait. En tout cas, il y avait une place pour le tendon. Ça pourrait être une utilisation dans un certain contexte. C'est sûr, il ne faut pas que le patient se déplace beaucoup, mais dans le sens que là, il y a des plaies de partout, on ne sait pas par où le prendre, ça sent mériter, il y a une infection. Fait qu'on va être amené à changer souvent, à venir souvent le voir. Fait qu'on ne veut pas mettre quelque chose qui va arracher la peau à chaque fois qu'on va venir faire le pansement. Fait que c'est sûr que quand on met ce pansement-là, après, il faut mettre quelque chose pour le maintenir en place, là. Fait que déjà, ça peut être un petit clean, ça peut être aussi un petit bandage qu'on va y aller vraiment léger pour justement permettre le retrait, puis faire des compresses, puis faire l'évaluation de cette plaie-là plus souvent. Ça se peut qu'après 24-48 heures d'antibiothérapie, de traitement antimicrobien, pouf, les sécrétions diminuent de beaucoup. Bien, tant mieux. À ce moment-là, on va réévaluer. Fait qu'il faut y aller quand même régulièrement dans ces cas-là. Là, c'est un cas domicile. Fait que là, le patient, il va nous voir souvent. Fait que là, il faut être capable de convaincre de sa valeur. Parce que c'est toute l'importance de convaincre le patient. Tu sais, l'adhérence, quand on parle d'adhérence au traitement,
Je le dis souvent, ils ne signent pas de refus de traitement quand on arrive chez eux à domicile. Hein, t'sais. Ils ont juste à ne pas répondre à la porte. C'est tout simple que ça. Fait que, il faut encore plus travailler pour se rendre indispensable pour le patient, dans le fond. C'est un peu ça. Faire de l'enseignement. Là, il y a une fille, fait qu'on va vouloir que la fille soit là quand on va faire de l'enseignement parce qu'on veut, elle aussi, elle intègre tout ça. Fait que la valoriser, elle aussi, dans son rôle d'aidant naturel, sans nécessairement minimiser le fait que son père, il est vraiment bon. Il a 71 ans, puis vous avez été là chez votre médecin, maintenant, vous n'êtes plus capable, mais vous avez fait ça tout ce temps-là, puis, tu sais, de valoriser un peu tout ça. Fait que ça va-tu pour ça? Fait qu'antimicrobien, on choisit un peu celle qui est disponible, qu'on connaît bien, qui pourrait être efficace, pas plus que 2 semaines. On a besoin d'aide dans cette situation-là, IPS, médecin, pour pouvoir obtenir une prescription qui va au-delà d'une simple infection. Ça fait longtemps. Tu sais, il dit une semaine, là. Peut-être qu'il minimise aussi. Tu sais, on sait qu'il veut se débrouiller de seul puis il ne veut pas trop en entendre parler. Fait que tout le lien de confiance. Puis c'est sûr qu'à long terme, on va vouloir y mettre une compression. Et là, il parle de sous. C'est une façon de le convaincre, il ne veut pas trop changer. Bien, justement, si je m'en viens faire des services, je vais amener des pansements, je vais pouvoir vous en fournir des pansements. Ah, OK, là, là, on vient de sauver. On ne pourra pas y fournir des bandages compressifs, mais au moins, ça va l'encourager finalement à adhérer à nos traitements. Il faut trouver quelque chose d'alléchant, comme on pourrait dire. Bon, l'autre cas clinique. Alors, je vous conte l'histoire. C'est une patiente maintenant de 67 ans qui consulte au GMF pour une plaie traumatique à la malléole externe de son pied gauche. Elle s'est cognée la cheville contre un meuble dans son domicile. C'est toujours les fameux bâtons d'Yvain Laurent, là, c'est un classique. Là. La plaie ne fait que s'agrandir, puis elle a beaucoup d'exudats. Puis ça fait, mettons, 1 mois qu'elle s'est cognée. Elle a essayé du peroxyde pour assécher sa plaie, elle a essayé des compresses qu'elle a achetées en pharmacie, puis il n'y a rien à faire. Elle vous dit également utiliser une crème hydratante pour ses jambes car elle a la peau sèche et fragile. Elle n'a pas d'antécédents connus. Elle n'a pas de diagnostic de rien. Là. Cette dame-là consulte très rarement. Fait que, encore une fois, on a vu cette plaie-là déjà. Fait que quel est l'objectif principal quand on la regarde comme ça rapidement? Contrôler l'humidité. Ben oui, regarde, on a du petit bouillon ici, là. Hein? On est en train de faire comme une genre de marinade là, de pieds, là. Fait que c'est un peu ça. Fait que oui, il faut maintenir l'humidité optimale, c'est bien sûr. C'est ça. Fait que là, on part de rien, on la connaît pas, elle consulte pour ça, puis ça fait 1 mois qu'elle a ça. Fait que oui, maintenir une humidité optimale. Quel pansement pourrait nous aider à maintenir une humidité optimale? Là, on part de 0, elle mettait des compresses de pharmacie. Qu'est-ce qu'on pourrait essayer à la malléole comme ça? Une mousse. Ben, hey! Mais c'est souvent un des pansements de base. Une mousse, c'est confortable. Dans le contexte, peut-être je mettrais quelque chose de siliconé. Tu sais, c'est une madame qui a dit qu'elle a la peau sèche, qu'elle a la peau fragile. Fait qu'on pourrait installer ça. On va voir ce que ça va donner. Le fait de maintenir un milieu humide, ça se peut que ça se mette à couler encore plus aussi. Parce que là, on était en milieu, la plaie séchait finalement. Là. Fait que ça diminue un peu de façon qui n'est pas correcte, les exudats. Fait que oui, on peut mettre une mousse. Il faudrait faire un nurse, un stone, bien sûr. Là, dans la situation, ce n'est pas ça l'objectif. Là, on ne la fera pas pour toutes les histoires, mais il faudrait le faire quand même pour évaluer là, s'il n'y aura pas une infection. Mais là, comment ça qu'elle a fait une plaie comme ça? Elle s'est juste cognée sur son lazy boy, comme on dit. Qu'est-ce qui rend la peau fragile comme ça? Quelle maladie peut rendre la peau fragile comme ça? Qui s'attaque aux jambes, qui s'attaque, c'est drôle à dire. Hein? L'insuffisance. Ça va bien. Veineuse. Bien, ça peut être autre chose, mais entre autres, cette dame-là parle de peau fragile, de peau sèche, juste se cogner un petit peu, puis qu'il y a une plaie qui grandit comme ça. En principe, ça serait un bobo standard. Tu te cognes, tu te fais une graphine. Le processus de cicatrisation, quand tu as tout ce qu'il faut qui nourrit, qui alimente, ça se fait tout seul. Mais là, c'est pas ça qui s'est passé. Là. Fait que oui, il faudrait investiguer finalement cette dame-là. Là, on va le voir dans l'exposé sur le nerf veineux artériel et mixte. On va parler d'évaluation avant de mettre de la compression, mais ça se peut qu'on regarde ça. Bon, là, on l'a dit par rapport. Puis je pense que ça serait important dans cette situation-là, étant donné qu'il y a du petit jus de marinade, de protéger notre pourtour. Hein? C'est un peu ça qu'on va vouloir faire. Parce que tout ce qui est macéré, là, ça se revitalise pas tout d'un coup. Là, ça ne redevient pas comme de la belle peau neuve. Ça va être toutes des choses qu'il va falloir qu'on enlève, qu'on va être obligé de débrider probablement. Il y a peut-être des petites peaux secs aussi, qu'on voit d'autres signes cliniques, quelque chose qui ne marche pas, qu'on aurait envie d'enlever. Fait qu'on va protéger notre pourtour
avec ça. À ce moment-là, quelle sorte de protecteur cutané vous utilisez pour protéger le pourtour? En dessous d'un pansement à mousse, mettons que je vous disais là. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre? Du gavillon. Ouais, un protecteur en spray ou en petite lingette, quelque chose de base. On n'est pas obligé de mettre quelque chose de hyper, qui empêche vraiment. Puis en plus, on veut que ça colle, parce que là, on veut y mettre un pansement à cette madame-là. C'est un peu ça. Fait que ça va-tu pour celle-là? On passe au prochain. Fait que là, on parle encore une fois d'objectifs de traitement. Je vais quand même vous lire la situation avant. Fait que là, c'est une patiente de 52 ans avec insuffisance artérielle sévère et plusieurs autres pathologies telles un diabète mal contrôlé, de l'HTA, de l'insuffisance cardiaque, MPOC, en tout cas, là, toutes les maladies possibles, là, hypercholestérolémie, puis tout ça. Cette dernière habite avec son mari, qui est un aidant naturel formidable. Vous avez un allié. Selon ce dernier, le médecin lui aurait dit qu'il n'y a pas grand-chose à faire pour la guérir et qu'une amputation pourrait lui être fatale. C'est souvent ça, les patients, ils entendent une partie de l'information, il n'y a rien à faire. Parce que, on voit que l'orteil n'est pas saine, hein? Il y a quelque chose qui ne marche pas. Fait que, dans le fond, qu'est-ce qui pourrait être l'objectif principal dans cette situation-là? Que vous pensez le plus grand risque, parce qu'on parle d'insuffisance artérielle, là, on va jaser des vraies affaires, là, hein? Il y a un problème de circulation. Fait que quel est le plus grand risque, finalement, quand on fait de l'insuffisance artérielle? Bien, à part de se faire amputer, mettons, c'est sûr que ça, c'est un très grand risque. L'infection. S'il n'y a pas de sang, s'il s'en va là, puis il n'y a pas de nutriments, il n'y a pas d'oxygène, mais il n'y a pas plus le système immunitaire qui va aller défendre nos bactéries, là, qui va aller se défendre contre les bactéries. Fait que c'est important de vraiment la gestion de l'infection. Fait qu'ici, dans le fond, on est vraiment dans un tout autre registre qu'on va voir plus en détail quand on va être dans l'ulcère artériel. On est dans pas de débridement, garder la plaie sèche le plus possible, puis les antimicrobiens topiques, on va même les utiliser en prévention, même si on n'est pas en train de dire qu'on a une infection en ce moment, mais on a des très forts risques d'en avoir une. Puis si on en a une, ça va bien mal aller pour se guérir. On va faire beaucoup d'enseignements sur des signes à surveiller, puis on va aller voir l'évolution aussi de cette plaie-là plus souvent. C'est sûr qu'on n'ira pas mettre de compression. On le dit rapidement, mais on va le revoir plus en détail, dans le fond, toute la physiopathologie finalement en lien avec ça dans les ulcères. Mais ici, on est dans un objectif de prévention. Puis c'est sûr qu'on ferait notre NERD, notre STONE, comme on fait d'habitude, pour évaluer si en ce moment, il y a des risques d'infection. Là, dans la situation, ce n'est pas une plaie qui coule. Puis le patient, bien, il a besoin de beaucoup, pas le patient, le mari et la madame ont besoin de beaucoup d'informations. Tu sais, d'entendre, il n'y a rien à faire pour la guérir. C'est un petit peu épeurant. Puis ils arrivent avec cette information-là, fait qu'ils font ça dire qu'on ne fait rien. C'est pas parce qu'on ne peut pas guérir qu'il ne faut pas rien faire. Tu sais, on va les enseigner pour quoi faire, quoi éviter, etc. On va le voir plus un peu dans l'exposé sur les fameux ulcères. Et notre dernière mise en situation qui vient un peu reprendre les objectifs et les pansements, bien, c'est la dame que je vous avais montré, la plaie de cancer. On voit bien là, que c'est ça qui se passe. Alors, elle a 47 ans. Elle a un néométastasique en phase palliative. Cette dernière est bien entourée par sa famille, mais elle est très mal à l'aise avec les écoulements qui sont à peine, qui tracent dans le fond, et les odeurs particulièrement qui se dégagent de son sang. Ça ne coule pas beaucoup, mais ça sent pas bon. De plus, le frottement avec les vêtements cause de la douleur. Fait quel est l'objectif principal ou les objectifs principaux dans cette situation-là, chez cette dame-là? De contrôler les exudats, l'odeur, puis de L'odeur. gérer la douleur. La douleur, effectivement. T'sais, on n'est plus dans « on va guérir pour qu'elle… » On sait qu'elle est en phase palliative, elle est en phase terminale, elle n'est pas en train de vouloir, elle n'est pas en état, là, finalement, de guérir tout ça. Puis, c'est le cancer, là. Fait que, si on n'est pas capable de le guérir de façon systémique, on ne sera pas plus capable de guérir cette section-là. Fait que oui, l'option, c'est vraiment la gestion de l'odeur et de la douleur. C'est un peu ça. Comment qu'on fait ça? Quel pansement, quelle catégorie de pansement pourrait nous aider à gérer, finalement, l'odeur? Le charbon. Le charbon, effectivement. Le charbon est un très bon exemple. Il y a toutes sortes d'autres moyens un peu autres qu'on pourrait essayer d'aider à la madame, de mettre des odeurs dans la chambre, tout ce qui pourrait rendre ça le plus convivial possible. J'en ai parlé, je pense, dans un autre cours, quand on fait des changements de pansement, de jeter le sac à poubelle, de le sortir dehors à chaque fois qu'on fait la visite à domicile, de ne pas le laisser dans la maison, même si on l'a mis dans une autre poubelle. Toute la question aussi de l'ambiance autour, puis
d'en parler ouvertement aussi avec la dame, qu'elle puisse en discuter avec vous en votre présence, avec sa famille aussi. Parce que sa perception, à elle, n'est peut-être pas la perception. Tu sais, si elle fait juste vous le dire à vous, qu'elle trouve ça gênant, que ça ne sente pas bon, puis qu'elle n'est pas capable de le partager, tu sais, c'est de l'amener à pouvoir en discuter ouvertement avec son mari, ses enfants, sa famille. Peut-être qu'ils vont dire, regarde, nous autres, on ne sent même plus l'odeur, là. Tu sais, nous autres, ce qui est important pour nous, c'est que tu sois bien. Tu sais, fait que d'essayer d'ouvrir le dialogue un peu, là. Parce que c'est sûr qu'elle, en plus, son nez est là, puis son cancer, il est là. C'est proche, hein? Fait que, tu sais, il y a plein de trucs qu'on peut aider là, pour atténuer ça. Elle a parlé aussi que ça causait de la douleur, le frottement. Qu'est-ce qu'on pourrait faire, dans le fond, pour empêcher que ça frotte? Y a-t-il des produits qu'on a parlé qui pouvaient aider là, dans ces cas-là? Peut-être comme le sein qui frotte sur sa brassière. Peut-être qu'elle n'a pas de brassière non plus, là, mais qu'est-ce qu'on pourrait aider là, pour cette dame-là? Peut-être utiliser des produits comme on avait vu, comme l'Interdry, le Curlix, les choses qui sont à la fois un petit peu antimicrobiens. Ce n'est pas tant notre objectif là, de gérer, mais ça peut diminuer la charge bactérienne, peut pas enlever d'odeur, puis ça pourrait empêcher aussi un frottement. Si elle veut persister à mettre son soutien-gorge, des fois, il y a des dames, c'est important, même s'ils sont dans cette phase-là, ils veulent vraiment poursuivre cette façon de faire-là. J'avais une dame qui voulait mettre son corset tous les matins avant que je lui fasse des visites à domicile. Elle n'avait pas un cancer, mais pour elle, c'est important. Fait que si elle n'avait pas son corset, je n'avais pas le droit d'arriver là. Fait que, tu sais, il faut... Même si le plus simple, ça serait qu'elle ne mette pas de brassière et qu'elle reste ses seins avec une jaquette d'hôpital, peut-être que ce n'est pas ça qu'elle veut. Hein, c'est un peu ça. Fait que ça pourrait être une façon, finalement, puis c'est sûr que, là, la prévenir aussi, puis faire de l'enseignement sans lui faire peur, mais il y a des bonnes chances qu'à un moment donné, ça pète tout ça, là, les petites bulles, là, ça peut se mettre à couler plus, là. Fait que ça arrive souvent dans les cas néo-métastatiques des seins qu'il y a des écoulements, puis il y a de l'excroissance qui se fait, puis le cancer se développe. Fait que, tu sais, d'un peu amener à se préparer à tout ça sans non plus lui faire peur outre mesure, là. Dire, bien, ça va être bien pire plus tard, là. Des fois, ça peut aussi bien rester dans ce domaine, puis ça reste comme ça. Mais il faut les préparer, nos patients aussi. Puis il faut ouvrir la question. Si elle n'en parle pas, là, qu'elle pense que ça ne sent pas bon, comment vous sentez? Est-ce que vous êtes en mesure de le montrer à votre famille? Est-ce que vous vous cachez? D'être capable d'en parler là, de tout ça. Là. Parce que quand nous, on n'est pas là, dans un contexte que cette dame-là est à domicile, bien, il va falloir que quelqu'un l'aide à changer son pansement parce qu'on n'est pas toujours présent. Fait que c'est un peu ça. Fait que tout le côté là, psychologique, là, d'estime de soi est bien, bien important dans ces situations-là. Fait que, on a nos références toujours à la fin, puis ça mettrait fin à l'exposé sur les catégories de pansements et produits en soins de plaie.